Bonjour, ici Geneviève Asselin-Demers. Mélodie Gilbert. Et Rémi Leroux, bienvenue à Pas Pas sorti sorti du du bois. bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 kilomètres. C'est la Minute Nac, puis là j'ai le goût de te parler de leur mélange pour boisson Ultra Énergie, la solution pour intégrer des calories liquides le plus facilement possible. Mélangé dans 500 ml d'eau, leur drink mix te donne 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. Et comme NAC est toujours à la recherche d'amélioration et d'optimisation de ses produits, la nouvelle recette des mélanges pour boisson contient de la protéine de canola en remplacement de la protéine de soya et de pois pour apporter un profil plus large d'acides aminés. Et maintenant, il y a du palatinose en remplacement de la farine d'avoine. Ça, le palatinose, c'est un sucre issu de la betterave qui est progressivement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie. Puis en plus, la nouvelle recette de Drink Mix se dilue encore mieux dans l'eau. Bref, c'est le meilleur produit sur le marché, puis ça vient en 5 saveurs: lime, melon d'eau, bouillon salé, pêche abricot et saveur neutre. Pour essayer ça, va sur le nac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 225, un beau chiffron. On est ici pour un spécial panel professionnalisation du sport. Ça fait longtemps qu'on en parle avec mes invités. On cherchait le bon moment, puis on dirait que le timing est parfait présentement avec tout ce qui se passe dans notre sport, puis avec tout ce qui se passe pour ces trois athlètes-là. Un épisode panel, ça veut dire plusieurs invités. J'ai la chance d'être très bien entouré. Geneviève Asselin-Demers, Mélodie Gilbert, Rémi Leroux. Re-bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Merci beaucoup. Puis, C'est pas votre premier rodéo. Geneviève, tu as même déjà fait un panel. Mélodie, tu es venue à 2 reprises, si je me trompe pas, un épisode régulier puis un café du vendredi. Rémi, un épisode avec Alex Ricard. J'oublie-tu quelque chose? Je pense que non. Ensemble, vous totalisez genre 6 présences au podcast, puis on en rajoute aujourd'hui. Quand l'idée est venue, puis je me rappelle pas si c'est Geneviève ou Mélodie qui m'en avait parlé, mais vous étiez arrivé avec cette idée-là. On a brainstormé un peu comment on pourrait adresser ce sujet-là. On a dit, OK, on embarque Rémi dans la discussion. C'est drôle parce que Mélodie, on se parle beaucoup ces temps-ci pour la Racine d'or. Rémi, on se croise sur une autre affaire. Geneviève, on se croise sur un brainstorm pour Athlétisme Québec. Vous êtes des gens très impliqués, vous êtes des gens très forts dans ce sport-là. Je pense que vous avez une vision et sport comme business, puis une vision très je suis un athlète, je performe, ce qui fait qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. On va avoir beaucoup, beaucoup de fun. Merci d'être là. Merci à toi. Écoutez, avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup à jaser, la question de base est toujours la même. Qu'est-ce qu'on boit? Rémi, tu lances les hostilités. Yes, moi c'est un boblé Fort. à lime, très simple. En fait, j'ai découvert ça pendant le temps des fêtes, là. Puis je suis rendu tellement accro à ça, c'est incroyable. Honnêtement, c'est rendu qu'à chaque jour, j'en prends comme 4-5 minimum. Fait que, ça va faire la job pour asseoir. L'avantage du boblé, c'est qu'on peut en prendre comme sans compter. Ouais, Il c'est ça. n'y a aucun Mais impact. on dirait que c'est genre trop beau pour être vrai. Pas de sucre. Genre, en tout cas. Fait que Rémi t'a signé comme ambassadeur avec Bobley. C'est ça qu'on comprend? Ouais, c'est ça l'annonce aujourd'hui. Le premier coureur dans la team Bobley. Mélodie, qu'est-ce que tu bois de ton côté? je suis très tranquille ce soir. Moi, j'ai un petit matcha Ah, chaud. j'aime ça. J'aime ça. Geneviève, de ton côté? Ah, je suis plate, c'est de l'eau. C'est correct, il faut s'hydrater, c'est important. Moi, je suis allé avec un mocktail de mes amis de Mox, qui est un partenaire du podcast. C'est qu'on est tous très sages. On est un soir de semaine, début janvier, Ouais. comme ça, on va pas faire de folie. Bon, il y a Rémi qui fait des folies avec son 4e boblé de la journée, mais à part ça, ça va bien. Je le disais, c'est le 4e panel de Pas sorti du bois. On a exploré à travers les dernières années, dans les 2 dernières années, le trail au féminin avec Geneviève. Je pense que c'était l'épisode 125, fait qu'on est 100 épisodes On plus est, tard. hey, C'est
Quand même, hein, c'était Oui. quasiment arrangé que le gars des vues. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'an dernier, en 2024, on a eu 2 panels. Il y a eu les hormones et le sport et plus récemment, le surentraînement et le Reds avec Isabelle Morin, Catherine Lemire, JP Blais. Un épisode qui a fait beaucoup jaser. J'ai reçu plus de témoignages que j'en ai jamais reçu pour cet épisode-là. C'est même en nomination pour la Racine d'Or. Je tenais à le mentionner parce que au moment où on enregistre, ça vient d'être annoncé. Allez voter. Mais ce qui est le fun de ces épisodes-là, c'est qu'on creuse un sujet vraiment profondément. Puis je m'entoure toujours de gens qui connaissent beaucoup plus ça que moi. Moi, je suis juste là pour passer la balle puis poser des questions. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de fun. C'est un sujet qui est peut-être moins grand public. J'ai l'impression que ces 3 premiers panels-là peuvent s'adresser à tout le monde. Dans ce cas-ci, la discussion s'adresse à tout le monde, mais c'est pas à propos d'une réalité que tout le monde peut vivre. Mais je pense que la communauté trail est très fan de nos Québécois qui performent à l'international. Notre communauté trail est très fan de Kylian qui fait des affaires qui n'ont pas de sens, puis tel athlète qui a gagné telle course. Puis on aime suivre ce sport-là. Puis je pense que tout le monde, peu importe le niveau, on se nourrit de ces performances-là, on s'inspire de ça. Puis on est toujours fiers de vous voir vos 3 noms dans des top 5, des top 10, parce que ça arrive très souvent. Fait qu'on est fiers souvent. Mais je pense que il y a quelque chose autour du fait d'être un athlète élite, de vouloir peut-être se professionnaliser, mais d'atteindre ces niveaux-là qui vient avec plein de défis puis plein de réalités qu'on ne connaît pas. Puis j'avais le goût qu'on enlève le rideau puis qu'on aille voir en arrière qu'est-ce qui se passe, comment ça peut se passer. Puis j'ai souvent raconté dans le podcast, quand on parle avec Nico Dan de Geek ou peu importe, de ce moment charnière-là où on voit des athlètes avoir le talent puis les performances pour être sur le bord de rivaliser avec les meilleurs au monde, mais tu dois rivaliser avec du monde que c'est leur seul job. Tu dois rivaliser avec du monde qui s'entraîne probablement autant que toi, mais qui récupère pas mal plus que toi parce qu'il y a une des jobs qui embarque pour ces athlètes-là qui sont sur le bord. Puis mon feeling, on découvrira peut-être dans nos discussions, mais vous êtes un peu ce profil-là d'athlète vous avez, je pense, des occupations professionnelles autres que le sport, mais vous entraînez à un niveau, d'une façon pour rivaliser avec les meilleurs au monde. Vous entraînez un nombre d'heures qui peut sans doute être comparable, mais après ça, il y a toute la récupération, le suivi qu'amènent les athlètes professionnels. J'en ai parlé plusieurs fois avec Marianne. Elle nous raconte ses histoires de fond en comble, puis elle nous raconte comment elle est suivie par des professionnels. Il y a tout ça qui vient avec ce niveau-là, qu'il y a des fois des athlètes qui n'ont pas signé le gros contrat annuel avec une équipe internationale, n'ont pas. Je pense que c'est une réalité qui va être intéressante. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je suis là pour jaser avec vous. C'est vous qui êtes ceux qui vont vraiment pouvoir en parler. Avant qu'on commence, d'un coup, quelqu'un écoute et fait je les connais pas. Je serais surpris. D'abord, vous êtes tous déjà passés au podcast, fait qu'il y a ces épisodes-là, mais j'aimerais ça avoir une mini intro sur vous, mais vous puissiez nous dire c'est quoi votre occupation professionnelle dans la vie. Ça fait combien de temps que vous êtes en trail, puis c'est le temps de braguer. Là. Ça fait combien de temps que vous êtes à un niveau élite, puis parlez-nous de vous, de votre réalité. Fait que Geneviève, t'es la première à qui je lance la balle. Bon, ben, j'attrape la balle au passage. Dans la vie, je suis ingénieure à temps plein en structure, là. Donc, ma vie se résume à faire des calculs, puis faire de la surveillance de chantier, puis être chargée de projet. Fait que c'est un gros 40 heures semaine environ. C'est la question que j'ai le plus souvent, c'est comme combien d'heures tu travailles par semaine. Donc, ça va tourner autour de 40 heures. Outre ça, je fais de la trail, ça va faire 3 ans. Niveau élite, ben j'ai comme embarqué dans le moule assez rapidement. Là. J'ai gagné ici plus au début, comme la première année, c'était vraiment au Québec. Je voulais gagner des courses au Québec. Puis ma première victoire à l'international, là, c'était à Puerto Vallarta, là, au Mexique. Puis là, après ça, je me suis lancée un petit peu plus dans l'international. Pas que je délaisse le Québec, mais des fois, aller courir en plein mois de février, les 2 fois pas nos shows, c'est plus agréable. J'adore. Donc, c'est un peu ça. Puis je suis maman de petite jumelle de 5 ans. Fait que, exact. Fait que, c'est un job à temps plein aussi, j'ai l'impression. Ouais. Ça occupe bien mes matinées et mes soirées aussi, ouais. Puis adepte du spinning toe, si on se fie à tes stories. Oui, ben c'est un peu la façon que j'ai trouvé de jumeler tout ça parce que, tu sais, je peux faire mon sport dans le sous-sol pendant que les jumelles dorment. Fait que, tu sais, c'est aussi de trouver du temps pour s'entraîner à un niveau qu'il faut le faire, tu sais, du 2-3 heures par jour. Quand tu travailles du 8 à 5 puis tu as 2 enfants, ben tu improvises du temps. Fait que de 4 à 5, il y a bien des gens qui savent pas quoi faire. Fait que moi, je fais du spinning. C'est parfait. Mélodie, Ouais. parle-nous de toi. Oui, moi j'ai commencé le trail officiellement en 2021 avec une saison
de 25 km québécois, une saison parfaite pour moi au Québec. Puis c'est l'année d'après, en 2022, que j'ai déjà décidé d'aller un peu plus à l'international. Donc, mon choix s'est fait assez rapidement de ce niveau-là. Je me spécialise sur du trail court, dont 25 à 50 km présentement. Golden Trail Series, OCC, c'est ce que je chasse un petit peu là, à l'international. Dans la vie, je suis physiothérapeute et coach de course pour tout trail. Donc, moi, je suis pas à temps plein. Je dirais que je fais à peu près un 30 heures semaine là, de job clinique, si on veut, en plus de la job d'admin, parce que je fais ça à mon compte. Fait qu'il y a tout le temps un peu d'admin à faire en surplus. Mais à peu près une trentaine d'heures de travail. Puis, vu que je suis à mon compte, ben, j'ai réussi à comme un peu plus choisir mes horaires, être capable de faire des doubles entraînements, travailler entre les deux entraînements. Fait que ça ressemble à ça, ma réalité là, niveau emploi. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça, c'est très bien. Rémi, à ton tour. Ouais, moi, j'ai commencé la course à pied en 2017, puis en 2022, ça a été la première fois que j'ai fait une course à l'international. J'avais fait des championnats du monde de course en montagne, aussi que j'avais eu mon premier résultat comme qui m'avait convaincu que ok, ben j'ai peut-être un potentiel là-dedans. Fait que quand j'ai fini mes études en 2023, j'ai fait mes études en enseignement en éducation physique, mais j'avais vraiment des ambitions, c'est de justement me professionnaliser dans ce sport-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas me mettre tout de suite à l'enseignement, parce que l'enseignement, surtout moi, je serais plus au primaire, fait que c'est quand même très demandant, tu sais, physiquement puis émotionnellement aussi, là. Il y en a qui sont capables de le faire, puis honnêtement, je suis vraiment inspiré par ces personnes-là, mais personnellement, je trouve ça vraiment difficile de m'entraîner à un haut niveau en même temps que faire des jobs comme ça. Fait que c'est vrai que j'ai décidé depuis ce moment-là à travailler en ligne. J'ai une job de traducteur, en fait, très simple, là, de anglais à français, de courriel, de service à clientèle. Fait que c'est une job pas la plus passionnante, mais ce qui me permet vraiment de récupérer pleinement de mes entraînements puis de pouvoir voyager, faire mes courses quand je veux. Puis c'est ça, depuis que j'ai fini mes études, chaque année, la course à pied, je suis capable de gagner un petit peu plus avec ça en quelque sorte. Puis là, aujourd'hui, je me considère plus coureur professionnel qu'autre chose en quelque sorte. Mais je garde toujours justement la traduction là, on the side. Puis je vais commencer aussi à coacher un petit peu sur le côté aussi. OK. Intéressant. Fait que je me demandais comment partir la discussion une fois que l'intro était faite, parce qu'on s'est fait des sujets, parce que tu sais, c'est le genre d'épisode où il faut que je sois plus structuré que je le suis habituellement. On est moins en mode OK, raconte-moi ta vie, puis je pose des questions, ça va un peu partout. Je veux qu'on attaque tous ces sujets-là, je veux pas qu'on en oublie, mais je regardais je me disais, mais ça, il y en a pas un pour rentrer dans le vif de la matière. C'est comme tous des gros blocs, puis ça part fort. Puis la semaine passée, j'ai la chance de travailler avec un exceptionnel coureur qui s'appelle Samuel Poher. Quand il est à Québec, il est au bureau. On est allé courir un midi, puis on jasait de tout et de rien. Puis il m'a parlé de l'équipe qui l'entoure. Samuel, c'est un coureur de très haut niveau, puis il est entouré d'un coach, d'un massothérapeute, d'un physio. Puis il a mis tout ce monde-là dans une conversation Messenger en disant ça, c'est ma petite équipe, c'est mon noyau. Puis c'est des gens, il faut qu'ils se parlent entre eux nécessairement. Ton physio qui te traite, c'est important que ton masso sache un peu qu'est-ce qu'il a fait et vice-versa. Puis je me suis dit, OK, c'est intéressant, le réseau autour, parce que je pense que tout coureur, à tout niveau, a un réseau autour, que ce soit du support émotionnel de son conjointe, que ce soit de son enfant qui est dans sa poussette puis qui rajoute un peu de poids quand on court, mais on a tous des professionnels autour. Puis je me suis dit, c'est un bon sujet pour entrer dans le vif du sujet. C'est quoi votre petite cellule autour de vous? Ouais, moi, j'ai toujours été, je faisais à ma tête jusqu'à l'an dernier, là, donc j'écoutais personne. J'allais au feeling, puis j'étais entourée d'absolument personne. Puis l'an dernier, j'ai eu une mauvaise blessure, mais tu sais, qui a rien à voir à la course à pied, là. J'ai double fracture de la cheville, mais en marchant sur Sainte-Catherine, sur un trottoir, là. Fait que super malchance, mais pour revenir au niveau que j'étais, on dirait que j'ai eu besoin de m'entourer d'une grande famille, tu sais, de professionnels qui en savaient pas mal plus que moi sur mon corps parce que, on va dire, j'étais dans un terrain comme une zone complètement inconnue.
Donc, depuis 7 ans, je suis entourée d'une équipe de physio, masso, acupuncture. Tu sais, dans le fond, ils font tout dans la même clinique. Donc, toute cette équipe-là me suit et se parle entre eux, vu qu'ils sont tous dans la même boîte. Ben oui. Puis dans la même branche, ben ils me donnent un programme là, de renforcement musculaire et de toute la chaîne là, que je dois renforcer pour ne plus être blessée, je dirais, ou du moins pour plus sentir ma blessure. Donc, il y a cette équipe-là qui va me suivre un peu partout. Puis grâce à toi, merci Yannick, mais toute l'équipe, donc JP et sa copine Véro, me suivent là, pour mes traitements hormonaux. Donc, ils m'ont pris sur leur aile là, à la fin de l'année passée. Puis je vais être comme un cobaye, puis on va peut-être pouvoir jaser de tout ça pour suivre une fille qui s'entraîne, qui est mère, qui travaille, voir un peu là, tu sais, jusqu'où on est capable, une machine est capable d'aller. Fait que on a comme décidé de me prendre comme cobaye puis de travailler ensemble pour la santé de la femme. Donc c'est un peu ça aussi mon équipe derrière moi. Puis j'ai ma masso qui vient chez nous me masser quand mes jumelles sont couchées. Ça, c'est mon petit secret. Là. Tu sais, les gens font comme toi, comment tu récupères avec une masso qui vient à domicile? Wow. Ouais. C'est très ça, cool. c'est quand même agréable. Je suis content de l'entendre Puis une sœur qui est aussi. nutritionniste. Fait OK. que c'est quand même cool. Ouais. Ouais, je suis content de l'entendre pour JP puis Véro. C'est avec la clinique eLive Hormonothérapie, c'est ça? Exact. Ouais. Très L'annonce cool. va se faire bientôt. Ah, OK, intéressant. Est-ce que Ouais. tu es coaché ou tu es toujours autodidacte sur la portion course? Ouais, je suis autodidacte encore. Juste parce que on dirait que si j'avais un programme qui m'oblige, je me sentirais mal de pas le faire, puis j'ai pas un rythme de vie qui me permet de faire comme tout ce que je veux quand je veux là. On dirait que c'est les enfants en premier, après la job. Fait que si c'est un 30 minutes que j'ai pour courir, ça sera 30 minutes, je me sens pas mal. Contrairement à si j'avais un programme et tout. Fait que je suis pas encore rendue au programme, mais tranquillement, hein, on sait jamais. En même temps, Je force est pense d'admettre que que ça se passe bien sans. Ouais, exact. Moi, je pense que Jen, elle aurait plus peur de devoir se limiter plus que de devoir pas être capable de le faire. Là. Ouais, mais là, tu commences à me connaître. C'est un très bon point. Je ne sais pas si on l'a dit tantôt, tu sais, Rémi, Mélodie, te parlé du genre de distance que vous faites. Geneviève, t'es plus dans la longue distance. Ouais. On a parlé plus de sub-ultra du côté de Rémi, Mélo. J'aime vraiment le terme sub-ultra. Avant, on disait tout le temps, genre, ouais, je suis dans le court. Mais tu peux pas dire Ouais. court pour un 25 km ou un 50. Sub-ultra, c'est magnifique comme terme. Puis Ouais. ça englobe ça sans avoir une notion de c'est moins que d'autres choses. C'est juste, c'est une discipline. Toi, Geneviève, t'es plus dans l'ultra, du 80, du 100 et tu t'es rendu Mais ouais, mais du 100, 160. c'est ma zone forte, là. OK. Tu sais, il y en a que c'est le 100 miles. J'ai essayé de me rendre là, mais on dirait que, tu sais, ma zone, le fun, c'est un 100K, là. Ouais. Ouais. Mais l'autre, ton côté, c'est quoi l'équipe qui t'entoure? Je trouve ça intéressant ce que tu dis, là, que toute ta petite bulle se parle entre eux. Moi, j'ai une belle équipe, mais ils se parlent pas nécessairement entre eux, mais ça fonctionne bien. Contrairement à Geneviève, mon point principal, en fait, moi, c'est d'avoir un coach en qui tu as confiance, puis en qui justement, tu es capable d'avoir une bonne conversation, puis je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, mais mon coach, c'est maintenant Rémi, en fait. Ah, ben l'annonce se fait là maintenant. Moi, c'est vraiment important pour moi d'avoir quelqu'un qui me guide. J'ai pas à me poser la question qu'est-ce que je fais à chaque jour. Je suis un plan. Puis, je suis pas geek des chiffres, fait que j'aime ça que quelqu'un d'autre regarde les chiffres un peu pour moi puis me dise à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, c'est un coach absolument nécessaire. J'en ai depuis mes débuts. J'ai un coach depuis mes débuts. Et ensuite, moi, je suis physio, fait que c'est sûr que je m'auto-gère beaucoup au niveau blessure. Mais j'ai établi un partenariat avec un de mes collègues où je travaille, donc Émile de mon physio, qui j'ai un partenariat avec lui, donc il me traite là vraiment au besoin, puis ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est important niveau blessure, moi ça me tient à cœur que dès qu'il y a un petit quelque chose, je vais me faire traiter, puis je vais toucher du bois, mais je me suis jamais blessée pour dire que j'ai été arrêtée de courir là, depuis que je suis dans le trail. Donc, je trouve ça super important à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr que ton entourage, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai vraiment de responsabilité à ce niveau-là, mais mon chum, il est dans le domaine aussi, puis je dirais qu'il agit souvent en tant que manager des fois pour moi, fait que
Est-ce que c'est correct ça? Est-ce que c'est correct ça? Peux-tu lire mon contrat? Peux-tu. Fait que, de ce niveau-là, j'ai une aide précieuse aussi. Très cool. J'ai oublié de le dire tantôt, même avant qu'on enregistre, mais je pose des questions, je dirige, mais n'hésitez pas, hein, si quelqu'un dit quelque chose, puis vous voulez poser la question ou renchérir, on sera pas en mode tour de table tout le long, là, on va tomber plus en mode discussion, mais je trouve ça intéressant quand même d'avoir le portrait de chacun. Toi, Rémi, de ton côté, qui est dans ton équipe? Ben, en fait, avec Mélo, c'est un peu mutuel parce que moi, je l'aide un peu avec le coaching, mais elle m'aide avec tout ce qui est physiothérapie. Justement, en ce moment, là, j'ai comme un petit problème de tendon d'Achille, puis c'est ça, cette semaine, on s'est parlé, puis elle m'a aidé par rapport à ça. Puis j'ai eu d'autres blessures dans le passé aussi qu'elle m'a aidé. En termes de coaching, je me suis toujours coaché moi-même, puis je me coach encore moi-même aujourd'hui, mais je me fais aussi aider par David Jecker, que probablement qu'il a déjà été sur le podcast à un certain moment donné. Pas encore, imagine. Ah non, ok. J'ai encore une liste très longue de Parce gens que que j'ai si pas encore tu eu veux sur le parler podcast. de science, là, de geek, là, c'est c'est la Clairement. meilleure personne à qui en parler. Mais en fait, c'est ça, je fais mes propres plans, mais je trouve ça quand même important d'avoir quelqu'un qui regarde ça après, qui peut surtout quand je me rapproche des courses, là, j'aime ça avoir la confiance que comme OK, ce que je fais, ça fait du sens. Fait que David il est là pour ça. Moi, j'ai toujours eu un rêve, mettons, là, d'avoir tu sais, une grosse équipe, genre professionnelle, où c'est qu'on habite ensemble, où c'est qu'on fait nos trainings tous Ah ensemble. ouais. Puis, il y a beaucoup, tu sais, sur la course aux routes ou la course en track que ça, mais course en trail, il n'y a pas ça encore. Mais sinon, pour moi, c'est ça, mes partenaires d'entraînement, c'est vraiment important. Puis ça, je mentionnerais vraiment Elliot. Elliot, le nombre de kilomètres que j'ai couru avec, c'est vraiment incroyable. Puis non, c'est ça. Pour lui, ça a été vraiment ben, il est toujours un très grand support pour moi. Tu sais, on fait toujours nos trainings, même si on n'a pas nos trainings pareils. Tu sais, mettons qu'on a des intervalles qu'on fait, même si on a des intervalles différents, ben, on va les faire au même endroit, à la même heure, puis juste d'être les deux là, à le faire ensemble. Surtout l'hiver, tu sais, quand tu sais, c'est pas des conditions idéales, il fait froid, t'as pas vraiment un goût. D'être plusieurs personnes, ça l'aide vraiment beaucoup, là. Fait que non, ça, c'est pas une très grande équipe. Ah, je dirais aussi ma famille, évidemment. Ma famille, tu sais, me supporte toujours, sont souvent là pour mes courses, puis c'est ça, juste le sport émotionnel. Je pense que c'est quand même important d'avoir du monde dans ton entourage qui n'est pas super impliqué dans le monde de la course à pied, mais qui sont juste là pour te supporter simplement, là, en quelque sorte, là. Fait que ouais, c'est ça. Ça serait mon équipe à moi. Intéressant, merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. Un des premiers gros trucs que je voulais qu'on aborde, c'est le développement de partenariats avec des marques. C'est une période en ce moment charnière. Ceux qui suivent un peu le sport de près, le trail, ils appellent ça la free agency, le marché des agents libres, ce qu'on voit dans des sports d'équipe souvent pour des joueurs qui changent des équipes. Mais cette année, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui changeaient de contrat, qui changeaient de partenaire. Puis ça tombe bien, c'était pas prévu parce qu'on a commencé cette discussion-là à 4 il y a genre quasiment un an, ou peut-être 10 mois, pour essayer de trouver le moment, puis comment on allait l'aborder, puis de quel bord on allait le prendre. Puis là, ça donne que les trois, vous changez de partenaire cette année, 2025. C'est une année de renouveau pour vous. On parle d'un partenaire principal. Euh, j'ai le goût de lancer la balle à Rémi. Qu'est-ce qu'on cherche chez un partenaire? T'sais, on voit souvent que c'est des marques de souliers qui fournissent aussi un gear complet, mais qu'est-ce qu'on cherche quand on est d'un athlète de trail dans un partenariat comme ça avec une marque? Bon, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, là, c'est quoi ses ambitions, mais je pense que la première chose qui est ultra importante qu'il faut pas laisser de côté, c'est qu'il faut aimer le matériel, tu sais, dans le sens que t'as beau avoir un contrat qui t'offre quelque chose de vraiment intéressant, si t'aimes pas les souliers, ben ça vaut pas la peine de signer parce qu'il va falloir que tu fasses toutes tes courses avec ça, il va falloir que tu t'entraînes avec ces souliers-là. Fait que de dire qu'est-ce que tu recherches, là, c'est vraiment individuel, là, dans le sens que, tu sais, dépendamment du niveau de contrat, t'as différentes choses que tu vas avoir. Tu sais, il y a certains contrats que ça va être seulement du matériel, mais des contrats plus de haut niveau, ben, tu vas avoir, tu sais, tu vas avoir un salaire, tu vas avoir de l'aide pour le voyagement, tu vas avoir des bonus de performance. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, tu sais, du niveau, là, que, que t'es, puis qu'est-ce que tu recherches, là, en fait, là. Ben, je pense, je vais poser la question différemment. Tu viens d'énumérer trois. Je pense qu'il y a différents types de partenariats. C'est bien de différencier les partenariats ambassadeurs, qui sont soit des portes d'entrée, je pense, pour des athlètes qui sont
sur leur pente montante pour se professionnaliser ou devenir élite, et aussi des gens comme moi qui ont un partenaire, comme moi avec Oka, c'est un partenariat. Pas de performance, je vous rassure. C'est un partenariat plus ambassadeur. Fait que c'est souvent l'entrée pour des athlètes élites ou pour des gens comme moi qui ont des podcasts puis qui jasent beaucoup. Mais après ça, il y a tout ce qui est partenariat professionnel. Comme tu dis, ça vient avec un salaire, c'est avec des bonus de performance. Puis il y a aussi l'entre-deux où je pense que certaines marques vont aller offrir beaucoup, beaucoup de gear, mais est-ce que rendu là, on va acheter aussi du voyagement et tout? Vous, au niveau où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable d'aller chercher comme type de contrat? Dans ce que vous pouvez me révéler, là, je ne veux pas vous mettre on the spot, puis je ne veux pas un chiffre avec un chéquier, là. Je peux me lancer parce que je suis quand même à l'aise là, d'en parler, puis ça me dérange pas là, de nommer un peu. Je te dirais qu'au Québec, précisément, il y a très peu d'athlètes avec des contrats d'athlètes, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est quelque chose que j'ai envie de parler parce que je reçois souvent les questions ou je reçois souvent des gens qui disent ah mais toi tu sais ça te coûte rien voyager, ah mais toi mais tu sais c'est pas nécessairement comme ça que ça marche, ou des gens qui me disent ah mais cette personne-là c'est une athlète on, ah mais cette personne-là c'est une athlète no face. Ben je te garantis qu'en ce moment au Québec il y a pas d'athlète professionnel on, puis il y a pas d'athlète professionnel. C'est des contrats d'ambassadeurs qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres. Là. Ben oui. Donc, des contrats d'ambassadeurs, ça va être du matériel. Puis exact. Souvent, à même un plus bas niveau, ça va être un rabais sur du matériel. Fait que, okay. C'est comme le premier niveau. Ensuite, là, selon ce que tu es capable d'aller chercher comme contrat, selon tes performances, selon les contacts que tu as, parce que c'est pas vrai que la marque t'approche et vient te chercher. Faut faire nos démarches un peu par nous-mêmes. Si la marque vient te chercher, c'est très rare. T'es un athlète plus reconnu, si on peut dire. Donc là, les contrats là, qui deviennent un peu plus bénéfiques, ben là, en plus d'avoir du gear, tu peux avoir de l'aide pour des voyages, de l'aide pour des dossards, des montants comme ça qui sont pour des dépenses. Puis l'autre niveau, ça va être un salaire. Tu sais, là, tu as l'argent que tu fais ce que tu veux avec l'argent qui t'offre. Puis là, le salaire va augmenter selon aussi ton contrat. Au Québec, il y a très peu d'athlètes avec des salaires. Puis je dirais parce qu'on est un petit marché. Oui, on a du trail ici au Québec, mais très petit marché versus mondialement. Puis, si on prend, par exemple, te nommer Oka, on prend Oka comme exemple, ben eux, ils bénéficient probablement plus d'avoir un athlète aux États-Unis ou en Europe qu'un petit athlète québécois qui a pas beaucoup de reach. Exact. Donc, les marques c'est pour ça que c'est plus difficile en tant que Québécois d'avoir des contrats plus professionnels. Oui, parce qu'on s'entend qu'au final, les marques, leur objectif, je ne veux pas dépersonnaliser toute la patente parce qu'il y a des managers d'équipe qui se donnent corps et âme pour leurs équipes. Tu as des départements de course qui se donnent corps et âme. Mais à la fin de la journée, celui qui a le chéquier des mains, c'est le board de ces grandes compagnies-là qui investit des montants dans des territoires. Tu sais, après ça, il ne faut pas essayer de penser qu'ils investissent dans des athlètes parce qu'ils les trouvent smart. Il y a beaucoup de monde entre celui qui décide combien d'argent est alloué au Canada puis la personne qui va signer des athlètes qui, lui, est très impliqué, fort probablement. Mais ça demeure des décisions marketing. Puis le Canada, le Québec, c'est pas des marchés intéressants pour les grandes marques versus les États-Unis où, justement, il y a 350 millions de potentiels acheteurs de la version quotidienne du chose. Pour les contrats, comme on dit, souliers, comme contrat principal. Mais c'est là que devient intéressant pour nous, des fois, d'avoir des partenariats locaux, des compagnies locales qui sont pas nécessairement une compagnie de souliers, mais qui sont prêts à investir dans un athlète d'ici pour soutenir, pour donner un budget, pour que ça soit une brand d'alimentation, une brand de vêtements, une brand de peu importe, ça peut être Hyundai, ça peut être une brand d'auto, n'importe quoi. Une compagnie d'ici peut aussi décider de vouloir investir dans un athlète d'ici. Ouais. Je trouve ça bien comment tu as résumé du premier type de partenariat qui est des rabais à un contrat professionnel avec des bourses. Geneviève, je te vois réagir. Et c'est juste que tu veux rajouter là-dessus? C'est ça aussi, tu sais, dans le sens que Rémi a un peu abordé le sujet de, ben, tu vas pas vers une marque que t'aimes pas le produit, mais tu vas pas non plus vers une marque que t'aimes pas les valeurs d'entreprise. Exact. Selon moi, c'est super, c'est majeur, là. C'est
Moi, c'est ça. J'ai quitté On. Il y en a, ben, j'ai quitté les coupures budgétaires sont hallucinantes aussi, tu sais, dans le sens que quand ils m'ont contacté, ils ont coupé la moitié du budget qu'ils ont alloué aux athlètes. Ah oui. C'est sûr que la petite Canadienne, elle saute, là. Tu sais. Je suis pas mal la première à sauter versus une Européenne qui ramène sûrement beaucoup plus d'argent que moi. Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi. Puis là, tu te fais approcher un peu. Mélo, elle a dit, il faut t'ailles approcher des gens aussi. Puis tu sais, c'est pas ma job de me vendre, je suis vraiment pas bonne, là, tu sais. Fait que, OK, mais tu fais quoi? Tu vaux quoi? Tu nous rapportes quoi? Quand que la première chose, c'est ça, ben moi, c'est comme un non, tu sais, dans le sens que c'est pas ça que je veux amener à une entreprise, c'est plus gros, c'est plus, fait que je pense que c'est aussi de mettre ta face sur quelque chose, là. Euh, Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Des fois, tu te dis, ben, hey, moi, cette année, là, ça va être no brand. À un moment donné, tu te cœur, puis tu te dis, je pense que j'aime mieux courir avec pas de logo que, que de courir avec un logo qui va m'offrir 20% sur ses vêtements, tu sais, dans le sens rendu là, je vais aller ailleurs, là, tu sais. Je vais Non, m'acheter toutes les guildes avec les couleurs que je veux de toi et Marc, là. non, c'est clair. Puis c'est drôle parce que récemment, tu sais, David Roach, qui a eu une espèce d'explosion aux États-Unis l'an passé parce qu'il a eu gagné 200 000 dans des performances exceptionnelles, qui était un scientifique du sport super intéressant, a carrément dit qu'il n'allait pas signer de personne parce qu'il voulait pas se casser la tête avec ça. Puis c'est quelqu'un dans un contexte différent. Il y a le contexte de chacun importe. Lui, c'est un gars qui a une job, qui a un podcast qui rapporte de l'argent aux États-Unis. Puis il l'a expliqué, il l'a carrément dit. Ma femme gagne très bien sa vie, puis on a fait des choix de famille, puis lui, il en a pas besoin. Fait qu'il va pas se casser la tête à se rajouter ça parce que on y reviendra aussi, mais dans ces contrats-là, il y a ce que la marque vous offre, puis il y a aussi ce que vous offrez à la marque, puis ça aussi, ça ajoute une lourdeur. Puis tu le disais tantôt, Geneviève, mais je suis pas bonne pour me vendre. Vous êtes des coureurs. Puis là, vous devez devenir votre propre agent parce que veux pas, c'est des discussions comme si vous étiez un prospect qui va jouer pour le Canadien de Montréal. Vous êtes un coureur dans un sport où il n'y a pas de milliards de dollars qui se distribuent. Donc, vous devez être votre propre agent. Vous devez être votre propre directeur du marketing parce que vous devez gérer aussi ce qui vient avec. Puis souvent, je comprends que des contrats, il y a aussi le côté médias sociaux qui va avec, des activations de marque, des Rendu activations de terrain. directeur de prod, là, tu C'est sais. ça, C'est c'est rendu beaucoup de chapeaux, big, là. là, faire un reel, là, tu sais. Puis moi, genre, je me prends en vidéo, je suis en selfie. Je sais même pas qu'il y avait genre 3, 4 zooms différents sur mon téléphone. Je viens de l'apprendre, tu sais. Fait qu'à un moment donné, on est loin de faire les vidéos qui s'attendent de nous. On dirait des fois, les attentes sont très, très hauts. Puis j'étais comme, mais moi, je fais juste courir longtemps, là. Mhm. C'est ça, c'est qu'il y a comme une demande d'être aussi des créateurs de contenu. Puis je pense que c'est symptomatique d'un sport qui est pas rendu à sa pleine maturité aussi. Tu sais. On parle de la professionnalisation du sport. Je pense que cette discussion-là n'existerait même pas il y a 5 ans parce que des gens qui vivaient de la course avec un salaire de course, dans le monde, ils n'avaient sur 2 mains, puis c'est tout. C'est un sport qui est en explosion. Ça vient avec ces réalités-là. Puis, c'est encore, tu sais, les marques choisissent des athlètes pour leur performance, mais choisissent aussi des athlètes pour ce qu'ils amènent comme rayonnement, comme visibilité, ce que d'autres sports ont moins. Tu sais, quand un joueur de hockey négocie avec son propriétaire d'équipe, c'est as-tu été bon, as-tu été pas bon cette année, c'est tout. Là, c'est vraiment différent, mais on utilise les mêmes outils du coffre à outils pour un sport où ça s'applique peut-être moins. Rémi, tu ressors de ce processus-là avec une marque, tu sens-tu que c'est bien établi dans les marques, les façons de faire? Est-ce que les attentes envers les athlètes sont claires? Est-ce que c'est un processus qui est plus le fun ou anxiogène? Ben, ça dépend vraiment d'une compagnie à une autre, justement. Puis je pense que Geneviève, tu sais, apportait vraiment un bon point qu'il faut que tu aimes les valeurs de la compagnie. Puis, tu sais, justement, ben là, au moment que le podcast va sortir, tu sais, je vais l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai signé avec Brooks cette année. Puis ce que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, tu sais, chaque compagnie est différente. Il y en a qui sont plus axés sur justement, tu sais, les réseaux sociaux. Tu sais, ils cherchent plus des gens qui sont influenceurs aussi en quelque sorte. Mais il y a d'autres marques comme justement Brooks que eux, j'ai l'impression qu'ils ont plus une vision professionnelle pour qui les résultats sont importants. Puis personnellement, je m'identifie beaucoup plus avec ça. Euh, Fait que là, excuse-moi, j'ai comme oublié ta question là, mais
Mais non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça dépend vraiment d'une compagnie à une autre, à quel point les réseaux sociaux sont importants. Je pense que on a peut-être l'impression que les réseaux sociaux sont très importants parce que les gens qu'on connaît comme professionnels, c'est justement les gens qu'on voit publier beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je connais quand même beaucoup de coureurs professionnels qui ne publient pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais justement, pas beaucoup de monde les connaît parce que justement, c'est ça, sont pas sur les réseaux. Fait que je pense que oui, en tant qu'athlète, c'est important d'être genre, un minimum présent sur le réseau, mais je pense pas qu'il faut non plus, je pense pas que quelqu'un devrait faire de quoi avec quoi qui devrait se forcer à Voilà. publier sur les réseaux. Je pense qu'il faut juste qu'il fasse avec ce quoi il est à l'aise. Parce qu'en même temps, quand tu y penses, si tu as un contrat parce que tu as des qualités d'influenceur, ben tu sais, ce que toi tu veux faire, si mettons moi ce que je veux, c'est être un coureur. Moi, je veux pas être un influenceur. Fait que si j'ai un contrat à cause que je commence à faire plein de publications, ben c'est pas un contrat avec lequel je vais être heureux parce que moi, ce que je veux pas être influenceur, moi je veux être un coureur. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ça l'aide d'avoir plein d'abonnés sur Instagram puis tout ça, mais à un moment donné, je pense qu'il faut comme faire le choix de, ben, ouais, je pourrais probablement gagner plus si je le faisais, mais c'est pas ça que je veux faire, donc je le ferai pas. Ben, je suis content de l'entendre parce que j'avais vraiment une perception que dans les attentes des contrats, dans ce que peut-être certaines marques et d'autres non Ouais. recherchent, il y a de ça. Puis moi, je m'imaginais de me dire, ça n'a pas de sens. Comme tu dis, le monde veut le courir. Après ça, si c'est en sideline, ils aiment ça, s'amuser sur les médias sociaux, puis Ouais. créer, puis partager, c'est bien. Mais je suis content d'entendre que c'est pas obligatoire, disons. Moi, je pense qu'il y a un Je serais- minimum. Ouais. Ouais, il y a un minimum, puis je serais curieuse d'entendre ce que vous en pensez, mais souvent, j'ai remarqué que, exemple, ton gros contrat d'athlète, ils vont t'en demander moins à faire sur les réseaux sociaux que des petits partenariats. On t'envoie un produit, mais fais-nous genre 14 stories, puis 3 posts, puis mais je suis comme, ben, Dinafit m'ont jamais demandé ça dans toute mon année complète, là, tu Ouais. sais. Quand tu as un contrat d'athlète avec une veine, c'est que tu es là pour les représenter toute l'année à chacune de tes courses, c'est toujours habillé dans leur marque. C'est comme ta présence, ta personne, t'es identifié à eux versus, Comme un panneau d'affichage pour eux. C'est ouais, mais pratiquement ça, là. c'est dans le day-to-day versus, j'ai reçu un produit une fois, je l'ai montré en story, c'était vraiment une pub, c'est vraiment différent. Puis j'ai l'impression que des fois, des petits partenariats en demandent vraiment beaucoup comparé à comme un contrat officiel. Ouais, puis tu sais, le marketing 101, je travaille un peu là-dedans, fait que je le vois des fois sur les médias sociaux quand tu sens que c'est pas naturel. Tu sais, quand on dit l'organique, là, Ouais. dans le sens que Rémi qui court puis que ça donne que quand Elliot prend la photo, on voit qu'il y a un Brooks des pieds. Ça, c'est organique, c'est naturel, puis Brooks en bénéficie d'une certaine manière, mais c'est pas que ça, versus du paid content puis du hashtag ad. Des fois, il manque ce naturel-là complètement, puis tu sens que on aime ça suivre Geneviève de telle façon sur les médias sociaux, puis là, tu sens, oh, OK, elle est sortie de sa zone de confort. Mais c'est pas naturel, puis je pense pas qu'à la fin, ça atteint l'objectif pour tout le monde, pour toi comme athlète, pour la marque Mhm. qui te met dans un contexte où tu te sens pas naturel, c'est bon pour personne, là. Mhm. Mhm. Vous qui ressortez de ces processus-là, est-ce que vous sentez qu'il y a une disparité entre ce que chaque marque offre? Dans le sens où quand vous comparez deux offres, là, OK, j'ai telle compagnie qui m'a approché, ou je suis en discussion avec telle compagnie, puis telle autre, puis on compare des pommes avec des poires parce que c'est pas la même affaire pantoute, c'est pas les mêmes paramètres. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette disparité-là d'une marque à l'autre? Les mentalités d'entreprise, puis tu sais, dans des grosses marques de vêtements, la mentalité européenne, tu sais, c'est vraiment, je pense que d'où provient la marque et où est le gros marketing. Je pense qu'ils n'ont pas toute la même vision que nous, petits Québécois, mettons. Fait que des fois, je pense que tout dépendant des marques et tout dépendant de où ils sont situés à travers le monde, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes visions, puis ils n'ont pas les mêmes contrats. Parce qu'il y en a qui sont comme plus loin ou plus avancés, je pense, que d'autres pays, peut-être. Fait que, tu sais, dans le sens que des fois, ils souhaitent de nous quelque chose plus poussé ou peut-être plus avancé que ce qu'on aurait comme habitude à signer un contrat avec Hyundai à côté de chez nous, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup ça.
qui pourrait être différent, puis c'est vraiment plus à cause de la localisation de la grosse boîte, là. Je pense que ça peut avoir une grosse influence là, sur le contrat signé, ouais. Ouais, moi, j'ai remarqué une différence, comme que Jen a dit, selon si je parlais à la personne qui est la représentante du Québec versus si on parle à Global, plus la marque mondialement. Si tu parles si tu réussis à avoir un contact qui est plus global, il est habitué de faire des contrats d'athlètes, c'est comme vraiment dans les habitudes versus approcher quelqu'un qui dirige plus comme le marketing au Québec, puis là dire OK, moi je veux un contrat d'athlète avec un budget puis ci puis ça, puis ils en ont comme jamais fait, puis ils sont comme ben voyons, tu sais c'est beaucoup ce que tu demandes, exemple, parce qu'ils sont pas habitués à ce genre de contrat-là. Fait que, comme dit Geneviève, ça dépend de l'endroit ou du niveau. Hein. Dans d'autres sports, des fois, on a l'impression que c'est très public, les données. Puis c'est facile de connaître sa valeur. T'sais. Dans la vie, je m'intéresse aussi au football. Je le pratique pas, puis j'ai pas de podcast sur le sujet, mais j'écoute le football. Puis ton choix de repêchage, à quel rang tu as été repêché, dicte ton salaire des 5 prochaines années. Il n'y a pas de question, c'est connu de tout le monde. Ta valeur, c'est à quel moment les équipes ont voulu de toi. Ils t'ont pris 12e sur 200. Tu vaux ça. Tu n'as rien à changer à ton contrat. That's it, that's all. Là, on est dans un sport où je veux dire, je le suis depuis longtemps, puis on n'a aucune idée. Tu me dis qu'un contrat annuel d'un athlète sur une grosse équipe internationale, c'est 30 000 par année ou 100 000 par année ou 2 millions par année. J'ai aucune idée. Je m'en doute un peu. Mais c'est des données qu'on ne connaît pas, qui ne se partagent pas. Je vous demanderai pas ici combien vous gagnez. Là. Je ne suis pas Pierre-Yves McSween. Par contre, est-ce que vous vous parlez entre vous? Tu sais, quand il y a le temps de négocier, puis tu te dis, OK, Rémi, tu ressors d'une négociation, tu penses connaître ta valeur, mais c'est pas tangible, il n'y a pas de données tant que ça là-dessus. Est-ce que vous vous parlez entre athlètes pour voir ça a toute l'allure ce qu'ils m'offrent ou c'est n'importe quoi? Ouais, ben en fait, selon moi, c'est vraiment au désavantage des athlètes que ça fonctionne comme ça. Tu sais, pour les gens qui ne le savent pas, la majorité des contrats professionnels, tu as une clause qui ne te permet pas d'en parler simplement avec d'autres personnes. C'est vraiment un non-disclosure agreement entre la personne qui signe le contrat puis la compagnie. Fait que ça, c'est vraiment au désavantage des athlètes, comme tu l'as dit, parce que quand tu arrives pour négocier, t'as aucune idée si qu'est-ce qui est offert à toi, ça fait du sens ou pas, parce que tu peux pas dire, ah ben tel coureur avec qui je finis toujours vraiment proche dans mes compétitions, ben je sais qu'il gagne tant, fait que je m'attends à gagner à peu près la même affaire. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à la course à pied. Puis c'est pas juste la course en trail, c'est aussi la course sur route, la course sur track, c'est un peu le même principe, là. Mais oui, c'est ça, c'est un désavantage. Puis je me rappelle pas exactement c'était quoi Ben, c'est savoir si vous parlez entre vous, hein? Ouais, ben un petit peu, mais je pense que Ça dépend du nombre de tequila qu'on a pris. Ouais. C'est ça, ça prend quelque chose d'autre qui arrive dans l'équation pour que ça se parle. Je comprends. Ouais. Je pense que c'est ça. Mettons, dans mon cas, moi, je connais quand même assez de personnes pour que j'aie une idée, genre, générale un peu à quoi m'attendre. Mais en même temps, tu sais, comme Mélodie l'a montré tantôt, mettons que j'ai un Américain qui gagne quelque chose, ben, probablement que moi, je peux peut-être pas m'attendre à gagner autant que lui, mettons, ma première année, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tellement de choses à prendre en compte là, à ce niveau-là, mais oui, ça se parle, mais faut que tu sois bien proche de la personne, faut que la personne soit confortable avec ça, là. Les athlètes gagneraient à ce que ces données-là Oui, soient totalement. connues, tu sais, parce que, comme tu dis, c'est quand même, tu sais, il y a des indicateurs, puis on y reviendra tantôt, tu sais, les cotes ITRA, les index UTMB, c'est pas parfait, mais c'est des indicateurs qui peuvent permettre quand même de comparer deux athlètes qui ont jamais coursé l'un contre l'autre. Selon le field, selon le type de parcours, tu es capable d'avoir de te comparer puis de te dire, OK, tel athlète de telle compagnie, il vient de signer pourtant. J'ai 50 de plus de cotes ITRA. Ça donne une bonne idée. C'est pas une mesure parfaite, mais 50 points, c'est 50 points. Les faits, sentez-vous aussi que ce flou-là rend les choses plus difficiles? Ouais, moi, je suis plus un peu à l'externe de tout ça parce que j'ai un salaire externe. Fait que, tu sais, dans le fond, j'accorde beaucoup moins d'importance à ça versus quelqu'un qui veut en faire de sa vie. Puis, tu sais, je regarde Milo, je regarde Rémi. Puis je trouve que c'est super important pour vous. Puis, tu sais, dans le sens que j'aimerais donc ça, que ça soit plus connu. Mais c'est vrai que beaucoup de compagnies vont mettre des bâtons dans les roues. C'est pas facile de rayonner. Puis, c'est notre réalité, tu sais.
prends un Européen qui sort dans sa cour puis qui a les Alpes dans, comme décor, c'est pas mal plus attrayant que nous autres qui sort puis qu'on a un banc de neige en arrière, là, tu sais. Nos photos sont pas, tu sais, sont pas si belles que ça. On a pas, il y a pas de wow. Fait que je comprends aussi la compagnie qui veut pas tant investir en nous parce qu'on crée pas, tu sais, faut pas que ses attentes soient hauts, là, tu sais. Mhm. Encore là, je comprends que vous avez des clauses de non-disclosure, mais euh, on entend beaucoup parler des primes de performance, dans le sens où des fois les contrats sont bâtis il y a un salaire de base, annuel ou autre, puis ensuite, selon tes performances, il y a des bonus qui s'activent. Comment ça se matérialise? C'est quoi le ratio? Est-ce que faut que tu performes absolument si tu veux avoir un salaire intéressant ou le salaire de base est déjà pas pire? Ou ça peut ressembler à quoi une prime de performance? Je pose la question à qui est à l'aise de se lancer dans le jeu des chiffres. Encore là, ça va être vraiment différent selon chaque contrat. Tu peux avoir un contrat que tu n'as même pas de prime de performance. Tu peux avoir un contrat qui a des primes de performance selon si tu fais des podiums sur des courses internationales, plus nationales. Chaque contrat va être différent. C'est sûr qu'on essaie de négocier un contrat qui a un montant de base et plus des bonus de performance, parce que si ton montant est juste lié à tes performances, ben c'est un peu désavantageux, puis ça te met de la pression, disons, là. Ouais. C'est bien stressant. C'est Moi, j'adore ça. anxiogène. Toi, Rémi, t'as l'air d'aimer ça quand même, ce Moi, côté-là. c'est ma section préférée, bonus de performance. Tu sais. Ah ouais, Puis, ok. tu sais, oui, ça ajoute la pression. De un moment donné, moi, je suis comme, tu sais, je suis là pour performer dans le sens que c'est un risque à prendre. Mais moi, j'aime ça quand la corrélation entre performance et rémunération est directement là. Puis, tu sais, moi, ce qui me motive à l'entraînement, c'est de performer. C'est parce que je veux compétitionner sur les grandes courses. Fait que d'avoir une structure qui est là, qui me dit que si je suis capable d'aller chercher tel résultat, mais je vais gagner tant, c'est quelque chose que je trouve très motivant, là. Puis, tu sais, pour le monde peut-être qui nous écoute, qui savent pas vraiment c'est quoi des bonus de performance, là, juste comme des fois le monde se demande pourquoi quelqu'un comme Jim Walmsley s'en va faire la Western States, genre. C'est une course qui coûte genre 500 pièces pour s'inscrire puis que t'as aucune bourse, tu sais, de la course elle-même. Mais tu sais, faut comprendre que pour quelqu'un comme Jim, mettons, s'il gagne la Western States, Oka va lui donner un méchant bon bonus pour cette performance-là. Fait que non, c'est ça, je pense que ces bonus de performance, c'est quelque chose qui est quand même important dans la majorité des contrats, je pense. Je pense qu'il y a définitivement des compagnies qui vont accorder beaucoup plus d'importance à ça, puis il y en a d'autres que ça va être un plus grand salaire de base, puis moins d'importance sur les bonus. Fait que je pense que ça dépend vraiment d'une compagnie à une autre, là. Mais personnellement, moi, je suis un grand fan de ça, puis je trouve que c'est aussi la section la plus facile à négocier parce que c'est un peu comme un win-win entre l'athlète et la compagnie, parce que la compagnie, c'est comme si elle disait, ben, si tu finis, je sais pas moi, troisième à Cérésinal, ben, on pense que la visibilité que ça va donner à notre compagnie, ça vaut un tel montant. Puis pour inciter notre athlète à faire la course, ben, on va lui donner une partie de cet argent-là à l'athlète. Fait que je trouve qu'en tant qu'athlète, c'est quand même, tu sais, des fois, si c'est pas facile de négocier, genre, ah, j'aimerais ça avoir tant de plus ou j'aimerais ça avoir telle affaire de plus dans mon contrat. Mais je trouve que les bonus, c'est comme relativement facile parce que techniquement, ils sont pas perdants là-dedans, là. Ouais. Puis c'est un bon point que tu apportes aussi selon les courses, là, parce que ça explique un peu pourquoi tous les grands athlètes veulent être sur l'UTMB. Ils se présentent sur l'UTMB un peu blessés, un peu pas prêts. Il y a gros des demandes de certaines marques, des fois à l'arrière de tout ça, là. C'est ça. Ça, c'est une autre catégorie aussi qui est peut-être qui commence à émerger, je pense, entre elles. C'est des appearance fees. Je sais pas comment ça s'appelle Ouais. en français, là, mais c'est comme sur les marathons. Acte de présence. Ah, ben Acte ouais. de présence à la ligne de départ, je pense. C'est ça. Mais sur les marathons sur route, c'est bien populaire déjà. Puis c'est ça, les coureurs marathoniens sur route, même que c'est une grande partie de leur revenu, mais mettons, les compagnies vont dire à tel athlète, si tu fais juste te présenter à l'UTMB, puis mettons, tu finis la course, juste d'être là, l'athlète va gagner un bonus quelconque. Puis là, OK. encore une fois, c'est ça dépend toujours de quel contrat que tu as. Il y en a qui vont pas avoir ça, il y en a que ça va être des gros montants, il y en a que ça va être minime, là. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui existe là, dans les contrats.
Ce qui peut expliquer des fois qu'on voit des athlètes qui ont fait une grosse course 2 semaines avant ou qui en font une très grosse après. Puis, tu sais, il y a une différence entre un DNF où tu vois que la personne est blessée, la personne, il y a quoi qui va pas. Puis des fois, tu sais, l'UTMB, le field, il s'amincit quand même vite. Après 2 rapides, t'es comme, oh, OK, lui il a droppé. OK, il a dû être parti fort, mais il y a peut-être de ça aussi. Il a pris le départ blessé, puis il y avait un petit bonus s'il se pointait sur la ligne de départ. Puis l'UTMB demeure la plus grosse plaque tournante de visibilité aussi. Puis les athlètes ont souvent dans leur contrat des apparitions. On s'en va dans le boot de la compagnie, on fait un meet and greet, on signe des autographes, on s'en va faire telle affaire. Puis tout ça est encore plus intéressant quand l'athlète prend le départ. Tu sais, Jim Wamsley, qui est à Chamonix une année qui ne court pas l'UTMB, c'est cool qu'il soit là. Il y a des fans qui sont contents de le rencontrer, mais Ocol pousse beaucoup moins de l'avant que s'il est là, puis que tout le monde fait des pronostics, puis qu'il est des favoris, puis il faut sur le podium avant, tu sais, de faire la présentation des élites, puis après ça, si c'était pas sa course A, ça se peut qu'il drop et qu'il mette le flasher plus vite, là. Je pense que il y a des contrats qui sont signés et tu te dois de montrer ta face à telle course. Fait que, je pense que, ouais, le contrat initial est différent pour chacun. Ouais, c'est ça. Ben, ça m'amène à. Parce que ce que je comprends, c'est aussi, il y a certaines marques qui vont offrir tel type de contrat, d'autres non, puis ça revient à chaque personne. Tu sais, je vois Rémi qui thrive sur le fait d'avoir des bonus à la performance, puis de se dire ma pression, elle m'élève vers le haut. Puis je vois Geneviève tantôt qui disait hey, c'est anxiogène, ça. Fait que chacun adapte ses demandes ou le type de contrat qu'il recherche selon sa personnalité. La question où je voulais aller, c'est oui, il y a une pression de performer, mais les blessures dans notre sport, ça arrive énormément. C'est monnaie courante. Je parle pas de la grosse blessure qui te met sur le carreau pendant un an, mais des petits bobos, des moments où tu peux pas prendre le départ, des années plus difficiles. De mon œil extérieur, c'est toujours les athlètes qui vont perdre à ça. Dans le sens où, y a-tu des clauses dans les contrats pour protéger un peu les athlètes? Je sais que la Pro Trail Runner Association, le genre de syndicat qui s'était créé il y a quelques années, voulait défendre les athlètes sur ce côté-là aussi, que dans les contrats, il y ait une espèce de bienveillance, puis que ça soit pas juste, ben, si tu performes pas, on te sac là à la fin de l'année, puis va te trouver autre chose. Sentez-vous qu'il y a quand même cette bienveillance-là, puis cette façon-là de protéger les athlètes? Je pense que Ou justement Rémi? d'avoir je pense que justement d'avoir plusieurs catégories dans le contrat, ça vient justement c'est d'avoir justement un salaire de base, mettons, en plus des bonus de performance, mais ça vient justement te donner un coussin un peu de dire que ben, si tu fais aucune course dans l'année, au moins tu as un certain revenu par rapport à ça. Mais à part de ça, pas vraiment, là, dans le sens que, tu sais, mettons que tu as un contrat de 3 ans puis tu es blessé pendant les 3 ans, ben, tu sais, il y a bien des chances que tu te fasses pas re-signer après, mais il y a comme une partie de moi qui est comme, ben, c'est normal, dans le sens que, tu sais, c'est plate, puis c'est dommage, puis c'est pas la faute de l'athlète, mais à un moment donné, tu sais, la business, c'est une business comme n'importe quelle autre. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent, puis c'est totalement normal comme ça. Fait que si leurs athlètes font aucune compétition, puis donne aucune visibilité à la marque, ben c'est peut-être un peu plate ma vision que j'ai, mais je suis comme un peu genre ben c'est juste une situation qui est dommage, mais je pense pas qu'il y ait vraiment une solution de dire on va trouver une recette magique pour essayer de sauver l'athlète de cette situation-là. Là. Mhm. Ouais. On peut pousser encore plus loin la question à les femmes qui tombent enceintes. Ouais. Puis moi, j'ai vécu ça avec On, puis ils m'ont tout le temps soutenu. J'étais pas athlète élite, mais dans le sens que j'ai jamais senti qu'ils faisaient comme, tu sais, nous autres, on lâche le morceau parce que t'es enceinte. Puis j'ai même pu voir à l'UTMB, j'étais aussi avec Marion, qui venait d'accoucher. Puis On le supportait, elle l'a amené avec sa famille à l'UTMB à Chamonix pour qu'elle encourage tout le monde. Donc, je pense que des compagnies qui, même si tu ne performes pas une année, ne te mettra pas cette pression-là, puis genre, tire la ficelle quand que blessure ou accouchement ou plusieurs problèmes dans ta vie. Fait que je pense que c'est vraiment aussi la mentalité d'entreprise. Fait que Ça si reste c'est ce une que tu fête disais tantôt. n'importe qui. Comme Ouais. tu disais tantôt, Ouais. les valeurs de l'entreprise, si ça en fait partie, mais c'est ça, c'est un bon point, une grossesse. Tu veux pas non plus, tu sais, c'est un sport qui se performe longtemps.
Tu sais, il y a Ouais. des sports où, j'ai pas de bon exemple, mais que le prime est à 20 ans, 22 ans, puis certains athlètes exceptionnels vont dépasser ça. Là, le trail, c'est un sport complètement différent où les gens vont performer jusqu'à du 50 ans passé. Fait que dans la vie d'une athlète dans la vie, désire une famille, ben, il y a cette réalité-là qui va arriver, puis je veux dire, tu veux pas mettre le projet famille de côté parce que ton contrat t'avantage pas si ça arrive, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est des événements de la vie, puis tout ça peut se concilier ensemble, mais j'étais curieux de savoir s'il y avait un espèce de petit filet, c'est tout mon côté socialiste qui Le, ressort. le filet, c'est à toi d'accepter de signer pour 1 an, 2 ans, 3 Ouais, ans. Et quand tu prends le risque de signer pour 1 an, ben, si tu as une mauvaise année, il y a des chances que tu te fasses pas signer l'année d'après. Si tu signes pour 3 ans, mais que tu as 2 bonnes années puis une mauvaise, ben, c'est encore là un petit risque. Tu sais, ou que tu as une super bonne année la première année, puis que là, ils t'augmentent pas ton contrat la deuxième année, mais qu'avec quelqu'un d'autre, tu aurais eu un meilleur vu que tu as fait une grosse année. Tu sais, c'est comme tout le temps peser les pour et les contre. Qu'est-ce qui est mieux pour toi de signer pour le nombre de temps? Mais ouais. ça revient à tout ce qu'on disait tantôt, que c'est toutes des discussions et des décisions à prendre qui n'ont aucun lien avec la course, dans le sens où oui, c'est proche, Ouais. mais c'est des décisions d'agent de joueur. C'est pas, tu sais, c'est quand même complexe de se dire, je suis physio, je suis traducteur, je suis ingénieur, puis je m'en vais négocier avec des gens de marketing, de finance pour mettre une valeur sur ce que j'ai pu faire à date en course, puis Mhm. c'est complexe quand même de demander ça à des athlètes qui veulent juste courir dans le bois puis des montagnes, là. Puis c'est dur des fois de faire valoir notre point si on pense niveau marketing, de dire hey, moi, je te demande tel montant d'argent pour une année complète que je vais courir toute l'année sous ton nom. Puis là, ils ont de la misère à comme donner un budget, mais que tu sais que pour une certaine campagne marketing sur Instagram, ils vont donner un méga gros montant à une influenceuse pour juste un post. Mais je suis comme, ben, pour un post, moi, je te représente toute l'année, tu Ouais, sais. c'est ça. Est-ce qu'il y a une balance entre les deux, tu sais? Fait que, puis tu sais, il y a aussi toute la notion de ben moi qu'est-ce que je fais en tant qu'athlète versus les autres athlètes qui pensent bien faire puis qui font de la pub gratuite. Moi je suis content de ma boisson gourou puis je tag gourou à chaque fois que j'en bois, mais t'es en train de faire de la pub gratuite quand on essaie de se faire payer pour faire ça, tu sais. Fait que si t'as pas un contrat avec une pub, fais pas de la pub gratuite. Tu sais, c'est correct de présenter les produits que t'aimes une fois de temps en temps, mais constamment, t'es comme c'est ça. C'est comme un danger qui vient avec ça. Du moment que tu es rendu dans ces discussions-là, d'avoir un contrat d'athlète, il faut comme que tu te mettes dans un mode, tout ce que je fais, c'est monnayable. Oui, mais en Ou même temps, pas, tu veux pas mais ça a penser de une même, valeur. mais Non, c'est ouais. ça. Mais encore là, ça devient compliqué parce que je reviens encore à la base. Vous voulez courir, vous voulez performer, vous voulez vous challenger contre du monde. C'est ça qui vous drive, c'est ça qui vous donne envie d'aller faire telle course à telle place dans le monde. C'est de côtoyer les meilleurs au monde puis de voir, OK, c'est quoi ma valeur, mais pas d'un point de vue monétaire, ma valeur, qu'est-ce que je vaux là? J'ai gagné X courses au Québec, j'ai gagné X courses au Mexique. Qu'est-ce que je vaux sur l'UTMB? La Ouais. motivation est Ouais. dans le piton pour ça. Puis là, à ça viennent s'ajouter toutes les complexités d'un sport qui se professionnalise, qui est de devoir, entre tes entraînements, ta récupération, tes obligations, devoir penser, OK, j'ai de la story, puis telle demande, il faut que j'aille à tel événement, tel jour, parce que faut que je me monte la face là. C'est complexe. C'est une bonne charge mentale, j'ai l'impression. Ben, puis encore là, ça va dépendre de ton contrat. Comme moi, j'ai eu la chance d'aller faire la semaine à Chamonix avec Tinafit, par exemple, puis NAC était aussi sur place. Puis c'est des compagnies que ils créaient le contenu pour moi. Là, tu sais, ils me prenaient en photo, ils me prenaient en vidéo, ils m'offraient le logement. Tu sais, pour la semaine, c'est la plus grosse semaine de l'année là, pour une brand. Fait que moi, j'avais à être là puis à performer, mais c'était vraiment plus simple pour moi de utiliser les photos qu'ils prenaient, utiliser les vidéos qu'ils prenaient. Puis, comme j'avais pas à me casser la tête avec ça, mais là, quand ton contrat, il y a pas ça, là, la plus grosse semaine de l'année, tu veux la montrer, là, sur tes réseaux sociaux, mais c'est du temps, là, de faire toutes tes stories, toutes tes photos, toutes tes vidéos par toi-même. Fait que c'est aussi quelque chose qu'on pense pas, mais que ce serait important que les compagnies mettent plus de l'avant. On vous aide à créer le contenu, tu sais. C'est clair.
On parle beaucoup de courses d'événements. On est en début de saison. D'habitude, à ce temps-ci de l'année, les calendriers commencent à se préciser pour les athlètes. Quand vient le temps de préparer son année, est-ce qu'il y a des demandes qui se font dans le type de contrat que vous avez, dans le type de, tu sais, vous voulez à la fois répondre au contrat, puis avoir un partenariat justement avec ces marques-là, mais vous voulez aussi vous pousser contre les meilleurs. Il y a des courses A, des courses B, il doit y avoir des offres qui se présentent aussi, peut-être même de niveau local, tu as des dossards, tu es invité à chaque événement de la semaine, pas de la semaine, mais de l'été. Il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à cibler c'est quoi ma course A, ma course B, ma course C. Quand on finit notre saison 2024 puis on regarde ce qui s'en vient, comment on planifie avec tous ces facteurs-là, Rémi? Ouais, ben, il y a beaucoup de facteurs qui viennent en compte. Je pense que moi, l'avantage que j'ai du Sub Ultra, c'est que j'ai pas souvent à dire non. Dans le sens que je peux dire oui très souvent. Là, si je regarde, mettons, les 2 dernières années, j'ai fait 20 courses par année, là, pratiquement. Là. Fait que si t'exclus l'hiver, pas mal à chaque semaine ou 2 semaines, j'ai fait une compétition. Euh, Fait qu'évidemment, tu sais, ça, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Là, si on parle dans l'optique de professionnalisation, c'est sûr que c'est, mettons, les bourses qui vont être offertes aux courses ou les bonus de performance que tu vas avoir en fonction de tes commanditaires, ça vient vraiment jouer en compte. Euh, Si je regarde les dernières années, mettons, pour moi, ça a changé beaucoup d'une année à une autre. Puis je pense qu'une des choses que je regrette un peu, c'est que dans mes premières années, dans mes premières années, il y a 2 ans, je me focusais beaucoup sur les courses qui offraient des bourses. Fait que, mais je me fiais juste à ça. Je me disais, je vais aller faire les courses les plus compétitives, les courses très compétitives qui offrent des bonnes bourses. Puis selon moi, en faisant ces courses-là, ben éventuellement, tu sais, je vais tomber professionnel parce que, tu sais, pour moi, ça a souvent été ça mes ambitions. Puis, plus spécifiquement, c'était beaucoup des courses sur le circuit de la Coupe du monde de course en montagne, mais malgré le fait que ces courses-là sont vraiment compétitives, tu sais, t'as des Kenyans qui sont là, t'as toujours de l'argent à chacune des courses qui sont là. C'est des courses qui ont une portée médiatique très faible, très peu de couverture médiatique, fait que malgré le fait que ça m'a récompensé, mettons, à court terme, parce que je gagnais comme un peu d'argent à chacune des courses, tu sais, je pense encore aujourd'hui, je pense que j'ai eu certaines de mes meilleures performances lors de ces courses-là, mais c'est des performances qui m'ont aucunement aidé dans la négociation de contrat. Là. Si je dis un contrat que j'ai fini deuxième à Première Roue de Limité Trail, il y a personne qui sait c'est quoi, ça m'aide aucunement. Fait que je pense qu'aujourd'hui, quelque chose, c'est oui, j'essaie toujours, tu sais, de viser des courses compétitives parce que, tu sais, moi, ce qui me motive, c'est justement, tu sais, de compétitionner avec les meilleurs. Fait qu'il y a ça, il y a l'argent aussi qui est remis aux courses. Mais aussi, là, je commence à prendre de plus en plus en considération aussi l'attention médiatique que les courses ont. Puis c'est pour ça justement que cette année, l'année passée en 2024, j'ai commencé à faire des courses Golden Trail World Series qui sont vraiment bonnes en termes de portée médiatique. Puis honnêtement, je pense que c'est à cause que, même si je pense que mes performances que j'ai faites à ces courses-là sont pas nécessairement meilleures de ce que j'ai fait avant ça, je pense que mes performances à Golden Trail, c'est quand même ça qui m'a permis de signer un meilleur contrat cette année, juste à cause de l'étendue médiatique. Là. Ça devient ta carte de visite. Là. Exact. Ouais. Geneviève, de ton côté, planification d'une année, comment ça se passe? Ben, moi, on dirait que je suis encore vraiment débutante dans le domaine. Fait que, tu sais, quand on m'invite aux îles Canaries, je suis comme, waouh, c'est tellement beau. Fait que je suis un peu là-dedans. Puis, de Rémi qui dit, tu sais, je suis dans le sub, fait que 20 courses par année, c'est quand même bien. Moi, j'ai fait l'erreur d'en faire 20, mais genre, au-dessus de ça, là. Juste parce que j'étais trop excitée de toutes les faire. Fait que, tu sais, là, je me calme. Année après année, j'apprends de tout ça. Donc, tu sais, là, je sais un peu comment mieux manager mon calendrier, puis où mettre la A et la B, là. Mais je pense, pour moi, l'important en ce moment, c'est un peu les Worlds, tu sais, dans le sens où je me disais, hey, moi, représenter mon Canada, je trouve ça cool, puis j'ai adoré l'ambiance, j'ai appris énormément de David Jaker, de tous les gens qui étaient là. J'en suis sortie tellement grandie que je suis comme, ah, ben là, c'est cette année, j'aimerais tellement ça le faire, mais notre façon de compter, on va le savoir en juin, juillet, tu sais. Fait que là, je me dis, c'est un peu tard pour faire ton calendrier 2025.
Fait que j'ai jonglé avec un petit peu de tout là cette année pour faire mon calendrier, puis d'y aller avec mon cœur un peu plus, puis de faire ce que j'aimais, parce qu'à vrai dire, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Fait qu'un peu moins avec les bourses et tout. Euh, mais là, tu sais, c'est ça, changement de partenaire, le partenaire qui arrive, qui a un peu son grain de sel, puis je suis bien ouverte aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr mon calendrier va changer dans les prochaines semaines pour peut-être leur donner un peu plus de visibilité où ils en ont besoin. Euh, Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Puis comme Mélo a dit, si ton commanditaire majeur est présent, puis il y a son caméraman, le vidéaste, hey, ça te fait du bon contenu pour l'année au complet, là, ben t'en profites. Tu sais, puis s'il y a le chalet qui est là, puis fait que ça a un bon poids dans la balance là, d'avoir une course où tu te sens appuyé, tu te sens soutenu, puis tu as une belle équipe versus moi qui étais à Madère l'année passée, toute seule au ravito, toute seule comme, tu sais, j'avais pas de crew. J'ai trouvé ça quand même mentalement tellement exigeant que je me suis jurée de plus jamais faire ça. Fait que c'est aussi ça un peu de savoir où ton monde, tu sais, où les petits Québécois s'en vont cette année pour être une belle gang, avoir une belle ambiance, avoir une espèce de support mental, moral et tout. Je pense que c'est aussi important que d'aller à l'autre bout de la planète tout seul, là. Mhm. Ouais. Je suppose qu'il y a un enjeu aussi qui vient avec la multiplicité des séries. Tu sais, j'ai l'impression t'en as parlé, Rémi, t'as le Golden Trail National Series dans votre domaine sub-ultra. T'as aussi la Skyrunner World Series qui existe, qui est plus ce qu'elle était, mais qui demeure très compétitive avec des bourses intéressantes. Après ça, parlons de l'UTMB qui a son réseau à lui aussi. Geneviève, on t'a vu faire des bails UTMB. Tu étais allé à Chamonix pour te classer. Tu as fait l'UTMB parce que tu as gagné ta place ailleurs. En parallèle, tu étais dans le top 10 des World Trail Majors, qui est une nouvelle série différente dont Jean Fortier était venu parler. Le QMT fait partie de cette série-là avec Madère, avec Transgrande Canaria, qui sont des grandes courses compétitives. Concilier tout ça, ça doit être un enjeu majeur. Mais là, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Dans le sub-ultra, il y a mille et une options de course déjà, mille et une options de belles destinations. Puis en plus, tu veux un peu capitaliser sur une série qui existe. Oui, puis moi, ça me crève le cœur parce que c'est ma première année que j'étais allée à l'international, c'était beaucoup sur les Golden Trail Series. Puis ça me passionnait, là. Je tripais sur la Golden Trail Series, puis j'écoutais tout ce qui se faisait là-dessus, puis c'était ça qui me drivait. Puis après vient une année qu'il y a l'OCC, il y a les Worlds, il y a comme, là, tu peux pas. Puis là, la Golden Trail, il demande 4 courses. Là, t'es comme, ben, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais faire 6 voyages dans mon année, tu sais. Les coûts, ils deviennent élevés, là. On se les paye, nos voyages aussi, là. Fait que, tu sais, malheureusement, justement, là, j'ai mis un peu la Golden Trail de côté pour faire l'OCC puis essayer d'aller au Worlds aussi. Mais là est venu aussi, ça c'est un peu radon, mais que ça donne bien. Les World Trail Major, ils ont sorti un circuit court. Puis ça a donné que j'étais inscrite à deux des courses du circuit court. Fait que je fais ce circuit-là sans même que je l'avais même pas prévu. Mais c'est une autre chose qui s'ajoute. Donc, je pense qu'il faut faire des choix puis pas essayer de tout faire. Parce que l'année que j'ai essayé d'essayer de faire les Golden Trail en même temps que l'OCC, en même temps que ça marche pas, là, ça fait trop de courses à l'international importantes à faire. Donc, j'essaie de viser mes courses à l'international que je veux faire, qui ont de l'utilité, qui m'apportent quelque chose d'un peu plus, qui ont un peu plus d'importance. Puis après ça, je garde mes coups de cœur québécois parce que là, c'est sûr que je dois dire non à beaucoup d'offres de courses québécoises, mais je m'en garde toujours des plus courtes distances comme ça m'affecte pas trop. Mais il faut jamais miser avec l'événement québécois parce que j'aime trop la communauté. Tu sais, je suis quelqu'un qui adore performer, puis j'adore ça, aller me battre contre les meilleurs au monde, mais j'aime ma petite communauté québécoise, puis je veux continuer de venir les voir dans les courses là, ici. Fait que c'est sûr qu'il faut que je les plug aussi dans ma saison. Là. Ça fait beaucoup à concilier. Oui, mais ça m'arrive d'aller à des courses et de pas courir aussi, juste pour voir le monde. Fait que c'est une autre façon de faire. Geneviève, t'allais dire? Je pense qu'on a la chance d'être supporté et appuyé par la communauté d'ici incroyable. Là, moi, je me rappelle d'être vraiment malade sur le cul 2 heures avant le départ de l'UTMB et les messages d'amour que j'ai reçus de toute la gang ici.
Ben, je pense que c'est aussi de redonner un peu à ce monde-là qui nous supporte quand on est loin. Fait que, tu sais, comme Élo a dit, on se garde nos petites courses chouchou. Puis même s'il y en a qui jugent comme, hey, tu nous abandonnes, tu t'en vas juste à l'international. Ben, c'est pas vrai, là, tu sais, on va s'en garder 2, 3, puis on va essayer d'en redonner ici. Mais, tu sais, c'est sûr que l'année où je les ai toutes faites, les courses au Québec, ben, j'étais jamais été à l'international, tu sais, dans le sens que j'avais pas fait aucun voyage, j'ai jamais été jet lag. Une semaine avant, t'es pété, une semaine après, t'es pété. À un moment donné, si t'en fais 6, comme Mélo a dit, là, ben, ton été, il passe vite, là. Euh, Fait que c'est un peu ça, faut que tu fasses des choix parce qu'à un moment donné, le corps, puis on veut en faire longtemps. Tu sais, on veut pas, puis moi, je veux montrer à mes filles que, tu sais, ça c'est pas en train de détruire leur maman. Tu sais, leur maman, elle revient avec plein d'énergie. Parce que moi, quand je reviens de ma semaine à ma mère, ben, le soir à 8 heures, les jumelles sont chez moi, puis genre, je porte le deuxième chapeau. Fait que, tu sais, je peux pas me permettre de revenir ici puis faire comme, oh mon Dieu, la course de trail, là, c'est complètement malsain, puis c'est pas un mode de vie sain. Fait que c'est un peu ça, tu sais, de jouer, puis d'apprendre à tous les ans, là, tu sais, la version de moi, il y a 3 ans, là, je décidais pas ça, là. Tu regardes ta saison, t'es encore fatigué un peu, t'es comme ouf! Mais c'est normal, Oui. en même temps, il y a un engouement qui vient avec tout ça, d'être invité. C'est flatteur aussi quand tu dis un événement se dit, tu sais, on s'entend dans la peau d'un événement, il se dit, OK, nous, on veut se développer, on veut développer tel type de course, on veut attirer l'attention, on va inviter des athlètes qui sont porteurs dans notre communauté, qui sont vus, Fait que là, tu invites des gens, tu te dis, là, je dois refuser à ces gens-là qui ont vu en moi le potentiel d'augmenter la notoriété de leur événement ou peu importe, mais il doit y avoir beaucoup de ça aussi, d'apprendre à dire non, puis pour des invitations de course comme des partenariats, comme des demandes, j'ose imaginer votre inbox Instagram le lendemain d'une course quand tu as une communauté trail complète qui vous a suivi, puis quand tu as un compte Instagram de Pas sorti du bois qui vous a tagué 72 fois dans 72 stories que vous voyez plus parce que ça fait plus que 24 heures. Il y a cette sollicitation-là aussi. Ça doit être dur des fois de dire non ou de sentir qu'on ne donne pas assez. Encore là, c'est des compétences hors course qui rajoutent sur la charge mentale. Moi, c'est un aspect que j'adore. Ouais. Si tu m'écris en DM, même si ça peut prendre des fois un petit peu de temps, c'est sûr je réponds. Puis j'adore ça, communiquer, échanger, partager ma passion, partager mes connaissances. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est pas une charge pour moi. Des fois, c'est une charge parce que je veux tellement répondre à tout le monde, puis là, je vois le gros nombre de messages, mais c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement le fun, puis ça fait tellement plaisir que je dis toujours aux gens, ou même en vrai, j'osais pas venir te dire, te demander quelque chose ou te demander conseil. Non, go, tu sais. Moi, un jour dans ma vie, j'ai demandé conseil à une Marianne Hogan, puis j'ai reçu des réponses, puis ça m'a aidé. Fait que pour moi, c'est pas une charge parce que j'adore ça, mais je sais que pour certains autres, c'est moins naturel, peut-être. Ouais, je comprends. Hey gang, avant qu'on embarque sur un autre sujet, on va prendre une petite pause pour un message d'un partenaire, puis on s'en reparle de l'autre côté. Attention, attention. Aujourd'hui, j'ai un partenaire du podcast qui fait tirer un prix extrêmement rare au Québec. Quelque chose qui est pratiquement impossible à avoir tellement l'événement est populaire. Roulement de tambour, un dossard pour l'Ultra Trail Arikana. Ben oui, l'équipe d'événements Arikana gâte les auditeurs de Pas sorti du bois en faisant tirer un dossard pour la distance de ton choix, sauf le nouveau 60 km qui est seulement disponible via une loterie. Parenthèse, cette nouvelle épreuve-là va être complètement folle. C'est sur la plus belle portion de trail de la grande région de Charlevoix. Puis c'est exclusif à 60 chanceux et chanceuses. Allez voir les infos sur leur site web, là, si ça vaut le détour. Revenons à nos moutons. Le concours pour le dossard gratuit entre maintenant puis le mercredi 19 février prochain. Écris-moi via la messagerie privée Facebook ou Instagram de Pas sorti du bois pour me dire pourquoi c'est toi qui mérites le dossard gratuit pour l'UTHC. Pas besoin de m'écrire un roman de 2000 mots, là, mais laisse parler ton cœur puis convainc-moi. Je rappelle qu'Événement Arikana te donne le dossard de la distance de ton choix. Ça, c'est rare, puis ça, c'est de la générosité. Je vais personnellement choisir les 5 histoires qui m'ont le plus marqué, puis on va faire tirer ça en Facebook Live le 20 février prochain en soirée. À vos claviers, c'est le temps de nous convaincre.
Quand vient le temps de choisir une course, bon, on a parlé du prestige ou du moins de l'attention médiatique qui peut être portée à cette course-là. Il y a le désir d'aller compétitionner contre les meilleurs, fait que d'aller là où il y a les meilleurs. Il y a aussi les bourses nécessairement, que ce soit la bourse de la course ou la bourse que le partenaire peut offrir pour y aller, les opportunités de voyage. Est-ce que la cote ITRA, l'index UTMB, qu'on prendra 2 secondes pour démystifier avec notre expert en la matière, Rémi, est-ce que ça peut aider la réflexion? Parce que nécessairement, les marques vont regarder la cote générale. Nécessairement, c'est un indicateur. Il y a des courses qui se gagnent, puis la première femme est à 630, puis il y a des courses qui se gagnent, la première femme est à 780. C'est différent comme field, c'est différent comme type de parcours. La comprendre, la cote est déjà complexe, mais est-ce que ça influence aussi le choix? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, Rémi? De ma compréhension de comment ça fonctionne, tu peux pas vraiment choisir une course pour avoir une bonne cote ITRA ou UTMB. De ce que moi je comprends, c'est que ça n'a pas rapport, peu importe le niveau de compétition que tu vas avoir à ta course, peu importe le parcours que tu vas avoir, techniquement, c'est possible de faire une vraiment bonne cote ITRA ou c'est possible de faire une vraiment mauvaise cote ITRA. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'il y a peut-être une décision qui est à prendre à si ta course compte, va te donner une cote ITRA ou UTMB. Je veux dire, il y a beaucoup de courses, surtout dans le sub-ultra, courses en montagne, là, spécifiquement, une grande majorité des courses donnent même pas de cote ITRA ou cote UTMB. Mais je pense, c'est ça, je pense qu'il y a comme un misconception, une mauvaise conception que que certaines courses, mettons, ah ben là, c'est impossible d'avoir une bonne cote ITRA avec tel type de course, mais de ce que je comprends, puis là, j'espère que tu disais d'une manière ironique que j'étais expert de ça, parce que initialement, je pensais que oui, mais là, dans les dernières semaines, Francesco Pupi, il a mis un post sur Instagram, puis là, ça m'a tellement mélangé que finalement, je suis peut-être pas le plus grand expert par rapport à ça, mais de ce que je comprends, c'est ça. Peu importe le type de parcours, peu importe le niveau de compétition, c'est possible d'avoir une très bonne cote ITRA. Mais vas-y, Mélo. Tu penses pas, Rémi, que, exemple, certaines courses au Québec, tu auras beau faire une belle performance, t'arriver premier, tu n'auras jamais un 700 quelques de cote versus une course qu'il y a beaucoup d'autres internationales à côté de toi? Je pense que un des facteurs qu'ils prennent en compte, c'est la différence de temps que tu as avec les autres compétiteurs. Je pense qu'un exemple très concret de ça, c'est justement Elliott cette année sur les 160 km de Bromont Ultra. Ouais. T'avais pas un peloton élite, là, mettons, là, c'était définitivement pas une course internationale. Puis Elliott, je pense qu'il a gagné la course de comme 5 ou 6 heures. Mais vu que justement, il a gagné la course de haut temps, puis qu'il y avait une aussi grande différence avec tous les autres compétiteurs, et que son temps était très bon en fonction de la distance et du dénivelé du parcours, je pense que ça lui a donné comme une cote de genre 850, ce qui est très bon, là. Mm-hmm. Fait que je pense que ça, c'est justement un exemple comme quoi, même si t'as définitivement pas un calibre international qui est là, c'est quand même possible là, d'aller chercher une très bonne cote. OK. Il y a comme ouais, je pense qu'il y a des exceptions comme ça. Dans le fond, l'algorithme est allé mettons le brasser de tout bord, de tout côté. Mais il y a aussi, tu sais, j'ai fait des performances que je me dis, Christy, je suis dans le top 3 overall. La deuxième fille est 2 heures en arrière de moi. Puis tu sais, la cote est pas représentative d'une course que j'aurais faite en Europe avec un field de Mongol. Fait que tu sais, moi je prends mon exemple à moi des cotes que j'ai reçues. Ma saison que j'ai fait au Québec, j'ai jamais été capable d'aller au-dessus de 600, 650 malgré des performances avec des records de parcours. Tu sais, j'étais allée chercher quand même des bons temps cette année-là, puis ma cote était pas vraiment bonne. Je fais une course à l'international avec un field qui était qui était le meilleur field. Puis c'est sûr que les courses, souvent, tu prends des courses en Californie, tu prends des courses qui sont très roulables. Ben, ton temps sur 100 kilos, moi, Black Canyon, je l'ai fait en 9 heures quelques minutes, mais je ferais jamais un 100 kilos en 9 heures au Québec, là, les 2 pieds dans la boîte, dans la racine, dans les roches. Nos 100 kilos, ils tournent plus autour du 12-14 heures. Fait que ça joue énormément sur l'algorithme pour te donner ta cote ITRA. Même si t'as pour ici un très bon temps, ben pour l'algorithme d'un 100K, si t'as un pas bon temps, ben ta cote elle va être topée à un certain niveau.
Puis ça, c'est ma compréhension de ce que j'ai reçu comme cote. Mettons que j'ai analysé un petit peu là, depuis qu'on a parlé, qu'on allait parler de cote. Je me suis dit, Christ, l'ingénieur en moi doit au moins comprendre quelque chose. Fait que je pense que l'algorithme est très complexe. Puis les deux algorithmes, le celle de ITRA et UTMB, n'ont pas les mêmes chiffres et ne prennent pas en compte les mêmes choses. Ce qui est quand Mais même c'est ça. particulier parce que, pour la petite histoire, l'ITRA a été fondé par les Poletti de l'UTMB, la famille Poletti. L'ITRA semblait indépendante comme organisation, l'était légalement, mais ça demeure que c'était un Poletti qui était à la tête de l'ITRA. Tout le système pour se colasser pour l'UTMB, pré-UTMB World Series, se basait sur la cote ITRA. Ils ont parti en parallèle l'UTMB World Series, puis c'est presque les mêmes cotes, mais pas tout à fait. Il y a un petit changement, puis il va falloir que j'ouvre le hood, puis je cherche, parce que en mars, Samuel Ouellette et moi allons donner une conférence à des organisateurs d'événements sur la cote ITRA, sur l'UTMB World Series avec Athlétisme Québec. Fait qu'il va falloir le chercher, mais moi aussi, le post de Francesco Poppi est comme venu foutre en l'air ce que je pensais avoir comme compréhension. Personne sait exactement comment ça marche, puis tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas parfait comme système. Mais à mon avis, c'est quand même vraiment important d'avoir un système comme ça parce que, surtout notre sport, c'est tellement difficile de quantifier des performances. Puis comment tu fais pour comparer un kilomètre vertical à un 200 miles dans des sentiers hyper techniques? C'est vraiment difficile de faire ça. Puis même que personnellement, j'aimerais même mieux que ça soit plus mis de l'avant, ce genre de cote-là, parce que ben là, j'en peut-être dans une tangente, là, mais à mon avis, tu sais, il y a comme la couverture médiatique des événements, il y a comme un manque de corrélation entre la couverture médiatique et le niveau de compétition. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup des plus grandes courses de trail au monde ou les meilleurs coureurs de trail au monde que absolument personne connaît, simplement parce qu'il n'y a pas de médias qui font la couverture de ces événements-là. Puis moi, j'aimerais ça que des fois, les médias, ils regardent ça puis ils disent, ah, tu sais, nous, on a toujours l'habitude, là, cette semaine, on couvre tel événement. Mais si tu regarderais ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de semaines pendant l'année que tu réaliserais que, hey, cette même fin de semaine, il y a genre 5 autres courses en Europe que t'as genre une quinzaine de Kenyans qui sont là, que leurs quotidiens sont tellement meilleurs. Peut-être que ce serait mieux de faire la couverture de tel autre événement à la place. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas parfait. Je pense que ça sera jamais parfait. Mais je pense qu'il y a quand même une importance là, derrière ça. On va prendre des pas de recul pour sortir du rabbit hole de la cote ITRA parce que c'est un sujet qu'on pourrait faire juste là-dessus. Puis je pense qu'on va endormir 95% des gens qui écoutent, mais les 5 autres pourcents ils vont être vraiment intéressés parce qu'eux aussi comprennent pas. La question de base était est-ce qu'on regarde ça, qu'on on fait un choix de course? Rémi, tu y as répondu. Les filles, Mélo, Geneviève, est-ce que vous, quand il y a le temps de planifier, on va aller regarder un peu ces paramètres-là ou c'est une affaire parmi d'autres? Je vais pas faire une course à cause de ça, mais des fois, c'est frustrant les résultats que ça donne, une course au Québec ou là, tu te dis, ça va peut-être influencer la façon que tu vas courir ta course. Okay. Exemple, est-ce que je vais courir ma course parce que c'est une course B, une course C, plus en mode entraînement, fait que pas pousser à mon maximum 100%, ben même si j'ai la première position, exemple, ben si j'ai pas poussé comme Elliot a fait sur le BU, ben la cote sera pas bonne. Puis là, tu dis bon, est-ce que j'y vais à cette course-là en me prenant vraiment ça comme un entraînement puis en faisant une course C, quitte à ce que ça baisse ma cote. Tu sais, des fois, c'est ça qui est plate. C'est plus ça. Mais je veux pas choisir mes grosses courses en fonction de ça. Mais une cote plus basse ne viendra pas nécessairement affecter ta cote générale si tu as plus que 5 résultats dans les 3 dernières années. Plus que 5, ouais, c'est ça. Ouais. Mais quelqu'un qui course un peu moins, ça peut être un peu plus impactant, je comprends. Geneviève, toi de ton côté, c'est quelque chose que tu regardes? Moi, ce que je veux, c'est un peu comme ce que Rémi disait. Je veux un fil qui est en train, tu sais, dans le sens que pour être meilleur, tu te bats avec les meilleurs. Fait en quelque sorte, oui, je vais faire des courses qui ont des bonnes cotes ITRA parce que finalement, le panel est incroyable. Puis il est enivrant, tu sais, dans le sens que c'est impressionnant de voir ce genre-là. Genre, ces passionnés-là, ils vibrent au même diapason que nous, là. En tout cas, pour moi, c'est super le fun. Fait que c'est sûr que je vais m'inscrire à des courses qui le panel est peut-être un peu plus, le niveau est plus haut, plus connu, ou, bref, ou qui a été médiatisé parce que sinon je la connais juste pas, là. Tu sais, je suis tellement nouvelle dans le domaine que moi, je regarde un peu ceux qui sont sur les médias sociaux, les courses qui ont l'air belles puis qui ont l'air à attirer beaucoup de gens. Fait que
Ouais, je pense que je la regarde sans la regarder trop trop. Ouais, c'est comme un indicateur s'il y a plusieurs cotes de 700 et plus. Tu dis, OK, le field, il va être solide. C'est plus Ouais. dans cet indicateur-là. Moi, je peux donner un truc aux gens qui écoutent, qui se demandent pourquoi les cotes ITRA, je comprends toujours pas, je saigne un peu du nez. Moi, une utilité que je fais de ça en tant que mid-packer qui est malade, c'est qu'une course que je connais pas, sur un territoire que je connais fuck all, c'est vraiment facile. Tu sais, quand tu veux planifier ta course, surtout sur du long, là, tu veux dire à ton crew à quel moment se pointer. Si tu veux savoir à peu près, tu finis combienième, c'est tough quand je sais pas, tu fais des courses au Québec où il y a 200 personnes sur le départ. Puis là, je t'inscris à l'OCC, je vais prendre cet exemple-là. Il y a 2000 personnes sur le départ. Ça sert à rien de savoir, OK, d'habitude, je finis à peu près 33e au Québec. À l'OCC, ça veut rien dire. Par contre, moi, je vais aller voir c'est quoi ma cote générale. Puis je vais aller voir l'année passée sur l'OCC, les dudes puis les filles qui ont la même cote que moi, ils ont fini en combien de temps? Je vais en ouvrir 3-4 profils. D'un coup, que tu tombes sur quelqu'un qui a eu une mauvaise performance ou une trop bonne performance, mais ça te donne un indicateur de temps. Puis chaque fois que je l'ai utilisé, ça a marché. Moi, en ce moment, l'OCC, je la connais pas comme parcours. J'ai aucune idée ça va me prendre combien de temps. Je vais aller voir qui a 5,50. Ils ont fait combien l'année passée en combien de temps. Puis 9 fois sur 10, ça m'a vraiment donné un excellent canevas de départ. Tu sais, je planifie pas tant que ça, mais je veux savoir, ça va-tu me prendre 5 ou Ouais. 10 heures? Aucune idée en ce moment. Fait que c'est mon truc, la Cotitra. À date, ça marche, puis ils n'ont pas encore changé la façon de faire. Je pense qu'on peut sortir de la Cotitra puis embarquer sur le sujet suivant. On en a parlé en masse, la nécessité de voyager. Quand on veut compétitionner avec les meilleurs, il y a un côté voyage qui vient avec ça. Dans vos contrats, dans les ententes, qu'est-ce qui est couvert, s'il y a des choses qui sont couvertes par rapport au voyage, Mélo? Je vais être tannante, mais je vais encore dire que ça dépend de ton contrat. Euh, pour ma part, c'était souvent, t'as tel budget pour toute l'année. Une fois que ton budget, tu l'as dépensé, tu l'as dépensé. Fait que, puis c'est pas, ça fait que ça paye pas du tout tous les billets d'avion, tous les hébergements, tout. Fait que, bien honnêtement, c'est pour ça que on essaie de se prendre des Airbnb, une gang de coureurs ensemble. On essaie de se faire inviter pour pas payer les dossards. On essaie de, une fois rendu sur place, y a-t-il d'autres athlètes avec qui on peut partager de l'hébergement, de vraiment minimiser tous les coûts possibles parce que nos voyages nous coûtent de l'argent personnel, là, c'est sûr. Si tu t'appelles, je sais pas, là, j'ai pas de nom en tête, là, mais si tu es un athlète international, probablement que tes voyages te coûtent rien, mais c'est pas le cas nécessairement là, pour moi en ce moment. Je pense pas que Jim Wamsley a un compte Expedia qui est très utilisé. Rémi, ton côté? Autant que j'aimerais parler en détail de mon contrat, tu sais, je peux juste pas, là, en fait, là. Mais oui, c'est sûr que je reçois de l'aide pour ça. Puis aussi, dans beaucoup de cas, les courses elles-mêmes vont aussi aider par rapport à ça. Ça, c'est vraiment du cas par cas, là, en fonction de l'organisation. J'ai dit tantôt, j'ai participé beaucoup sur le circuit de la Coupe du Monde des courses en montagne, puis eux étaient vraiment bons, tu sais, pour m'aider, surtout pendant ces années-là, vu que j'avais moins de support de commanditaires, ben ils m'ont vraiment beaucoup aidé avec l'aide pour voyagement, hébergement, nourriture sur place, même déplacement entre les courses. Fait que ouais, c'est ça. Je reçois de l'aide maintenant plus de mon commanditaire avec ça. Mais il y a aussi toujours des courses individuellement qui peuvent aider. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. J'ai fait des courses aussi que j'ai reçu aucune aide du tout de la course elle-même. Puis il y en a d'autres que j'ai reçu full kit, là, vraiment. Là. Fait que C'est vrai, Golden Trail aussi, ils font ça. Une fois que j'avais été classée pour la finale des Golden Trail, toute la finale avait été aucun frais, là, tu sais, invité, hébergé, nourri. Mais comme dit Rémi, c'est vraiment cas par cas les courses, est-ce qu'ils invitent les élites ou non, là. Comment ça se passe, Geneviève, sur du longue distance, dans des séries comme la World Trail Majors ou même avec l'UTMB World Series? Je pense que quand même, j'ai des avantages et des bonus à participer à quelques courses, comme, tu sais, je me rappelle QMT 110 qui donnait un passe-droit pour le Madère l'année suivante. Fait que, tu sais, j'ai quand même eu ces avantages-là. Si tu gagnes une course, t'es comme invité à une autre. Les partenariats Euh, entre les courses qu'on voit de plus oui, en plus, puis ouais, QMT en fait leur spécialité. Il y a des années, il y a des gens qui remportaient des distances du QMT, puis il y avait 2 voyages, puis tu sais, Jean et son équipe ont bâti ça, puis ça, c'est très cool aussi, là. exact. Fait que, tu sais, soit que
t'es invité par la course que tu gagnes, t'envoie quelque part, ou ce partenariat t'invite. Fait que, tu sais, c'est ça, Rémi en a glissé un mot, mais des fois, les courses eux-mêmes ont un budget élite, puis ils peuvent inviter quelques coureurs, ou moi, ce que je vois souvent, c'est, ben, on te paye 4 nuits à l'hôtel, ou, tu sais, et des fois, il va y avoir des petits avantages comme ça, là, ou quand on est invité par la course. Puis sinon, c'est ton contrat. Fait que des fois, tu signes un contrat avec une marque qui sont commanditaires majeurs d'une course en Suisse, en n'importe où, puis ils veulent vraiment que tu sois là, ben ils vont. Moi, je leur dis, tu sais, tu veux vraiment que je sois là, ben tu payes mon billet d'avion, l'hébergement. Fait que c'est ça aussi, des fois, faut dealer un peu avec nos contrats. S'ils veulent vraiment qu'on soit présent à une course, ben c'est pas c'est monnayable tout ça, là. Fait que je pense que c'est du cas par cas. Hmm. On est dans un sport où on veut protéger notre environnement dans lequel on le pratique. Vous êtes dans un sport où, pour performer contre les meilleurs, il faut voyager. On a vu des mouvements de certains athlètes qui ont annoncé, qui ont dit qu'ils allaient choisir des courses, puis tant qu'à voyager, je vais en faire plusieurs dans le même coin. C'est des gens qui peuvent le faire, il y a des contextes qui le font. Il y a des athlètes qu'on a vu dire, ben moi, je sortirai plus de mon continent. Quand tu es un coureur européen en Europe, ça se passe quand même bien quand, à distance de voiture, dans les Alpes, tu peux faire une course par fin de semaine toute l'année. Il y a un contexte nord-américain qui est complètement différent, puis encore plus dans le nord-est américain. Je pense qu'en Californie, Arizona, tu peux t'arranger pour courir beaucoup en restant proche. C'est quelque chose que vous avez en tête, c'est un défi qui s'ajoute parmi tous les défis qu'on mentionne depuis tantôt, ce côté-là de devoir voyager. Quand on sait en ce moment qu'il y a des grands mouvements de réduire l'impact carbone et tout ça, c'est quelque chose que vous pensez, que vous avez dans vos réflexions? Ben, moi, personnellement, quand même, oui, là. Puis, c'est aussi une part de désir de se professionnaliser. Tu sais, si je prends Rémi en exemple, avec son emploi de traducteur qu'il peut faire n'importe où, il a pu se permettre d'aller en Europe quelques mois de suite, puis, tu sais, faire toutes ses courses. Ben, moi, c'est un peu mon rêve de pouvoir dire, je pars 2, 3 mois, puis je m'en vais en Europe, puis je fais plusieurs courses de suite, mais c'est pas vraiment possible parce que je peux pas faire de la physio à distance, puis je peux pas me permettre d'avoir pas de salaire pendant 3 mois. Donc, tu sais, c'est un peu le désir de, hey, tu sais, si j'étais soutenue, puis j'avais un contrat qui me permettait de pas travailler pendant 3 mois, ben, au lieu de faire 3 allers-retours d'avion, je resterais à une même place plus longtemps pour vraiment réduire tout ce qui est le voyagement, parce que c'est l'avion qui est le pire, là. Donc, tu sais, des fois, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de faire un voyage un peu plus long pour faire 2 courses, mais là, plus ta course est longue, moins c'est possible parce que de se taper 2 longues distances rapprochées, c'est difficile. C'est ce qui est l'avantage avec les plus courtes ou le sub-ultra. Mais en même temps, on veut et peut pas se limiter à dire, ben, nous, on reste au Québec parce qu'on va jamais se professionnaliser, là, tu sais. Fait que c'est un enjeu. Oui, je comprends. Surtout de notre bord de l'Atlantique. Ah, c'est difficile justement de se professionnaliser ici. Puis bon, Yannick, tu peux me comprendre, on a des familles ici. On a décidé d'avoir des enfants au Québec. Donc, des fois, c'est ça aussi. Je peux pas partir à l'extérieur 2, 3 mois sans mes filles. Là, ils vont à l'école ici. Fait que tout ça pèse dans la balance, puis à un moment donné, tu fais comme, ben, tu sais, c'est de lâcher prise, puis faire comme, ben, moi, des voyages dans le sud, j'en fais pas, je fais des voyages de race. Fait que c'est mes voyages, c'est mes vacances, c'est ma course, mais je mets tout ça dans un pot, puis je fais comme un voyage pour tout faire ce que j'aime dans la vie. Euh, c'est essayer, c'est ça, d'en faire moins, d'en faire plus ici, mais c'est encore là, si ton calendrier fait en sorte qu'il faut que tu en fasses 3 parce que tu veux te classer pour telle affaire, à un moment donné, c'est de choisir des courses aussi. Il y en a qui ont une empreinte carbone qui est moins, tu sais, qui ont pensé à ça dans l'esprit de la course. Fait que tu dis, ben, tu sais, moi, personnellement, je vais voyager pour cette course-là, mais en échange, eux, ils ont fait telle démarche pour l'empreinte écologique ou fait que c'est un penser si bien dans toutes les sphères. C'est comme tu as dit là, le mental il nous roule Ouais. à je m'inscris-tu, je m'inscris pas, je la fais-tu, je la fais pas, je vais Ouais. où. Puis des fois, des petits gestes que les gens voient pas, mais on essaie de compenser ailleurs. Tu sais, moi, Ouais.
je suis végétarienne, je prends pas d'auto, on a un auto électrique, tu sais, je vais au travail à pied. Fait que tu essaies de faire de compenser ailleurs, mais ouais. Je vous rassure, la question n'était pas un piège ou quelque chose, parce que moi-même, dans un contexte de non-professionnalisation, mais c'est une question que j'ai, parce que ma blonde et moi, c'est de quoi qu'on a de fort comme passion, c'est le voyage. On veut faire voir des choses à notre gars. Puis bien sûr, j'aime ça. J'adore mes courses québécoises, j'adore courir d'ici, mais c'est une opportunité d'aller courir une course à l'extérieur. Puis t'as toujours, on est dans une époque où il y a cette petite voix-là sur le côté qui fait oui, mais pense à ça, puis après ça, chacun fait ses choix, mais je réfléchissais à votre réalité, à la nécessité d'aller courir contre les meilleurs, puis il vient cette espèce de côté-là dans une époque où on en parle plus. Puis Rémi, je serais curieux de t'entendre parce que tu as été de longues périodes sur le continent européen, puis je pense qu'en France particulièrement, c'est un sujet qu'on entend plus parler, puis qui est plus polarisant, puis qui soulève les passions, parce que je le vois quand j'ai reçu des invités qui ont parlé d'une course, d'un voyage. Ça m'est arrivé d'avoir des auditeurs européens, français qui réagissaient plus vivement, disons, dans les commentaires à ces situations-là. Puis après ça, moi, je suis très dans le vivre et laisser vivre. Il y a pire que nous. Puis après ça, chacun fait ses choix, comme tu l'as bien dit, Mélo. Mais je suis curieux de t'entendre, Rémi, toi qui as vécu quelques longues périodes sur le continent européen. Ouais, ben, je mentirais pas que c'est sûr que mon empreinte écologique est probablement pas très bonne, là, puis c'est ça, tu sais, je me ferais pas à croire que je suis quelqu'un de très tu sais, environnementalement conscient, là, par exemple, là. Mais non, c'est sûr que j'imagine le fait que j'ai fait, comme Mélodie l'a dit, quand je suis en Europe, je suis là pour plusieurs semaines de suite. Techniquement, ça l'aide, là, mais là, je me dis ça en ce moment pour me convaincre de ça. Mais non, je pense qu'on est tous conscients que c'est définitivement pas la meilleure solution. Mais à un moment donné, tu sais, je pense que c'est juste la réalité de la chose, que si on veut se professionnaliser dans ce sport-là, ben tu sais, comme on l'a dit, on n'a pas vraiment le choix d'aller à l'international. Fait que c'est un peu la réalité là. Ouais. Ben, Je pense que exact. les Européens, ils sont plus stricts parce que eux, ils peuvent rester proches puis prendre le train puis aller à des courses. Nous, non. Exact, c'est des réalités de notre continent est complètement différent. Puis tu sais, je blaguais, je disais la Californie, l'Arizona. Il y a une concentration de courses un peu plus grande, mais les États-Unis, c'est large, puis le Canada, c'est large. Puis tu sais, c'est ça. C'est un enjeu qui existe. Puis après ça, d'avoir la conscience d'en discuter. Puis je pense que c'est un sujet qui va continuer d'être là. Mais c'est une question que je me demandais à mesure qu'on parlait de voyage, puis ce désir-là d'aller compétitionner, c'est sûr qu'il y a ça qui était là. On a beaucoup parlé. Pas des contraintes, je veux pas dire, parce que c'est pas une conversation qui est dans le négatif, mais ça reste que le but était de démontrer la complexité de se professionnaliser dans ce sport-là, la réalité de trois athlètes qui sont là-dedans en ce moment. Puis on a parlé beaucoup de contraintes, mais j'ai le goût de conclure sur du beau gros positif. Vous aurez le temps d'y penser, levez la main à la personne qui est le plus prêt à répondre, parce qu'on peut avoir un temps de réflexion, je couperai son montage. C'est quoi la plus belle chose dans le fait d'être à ce niveau-là pour vous dans le sport, d'être dans ce contexte-là, d'avoir un contrat professionnel avec une marque? C'est une chance en soi. Vous la faites, votre chance, jamais je vais vous enlever ça, mais ça reste que de dire, j'ai la santé qui a suivi, j'ai pu accomplir plusieurs courses, j'ai pu aller me vendre, même si c'est pas votre job, vous avez réussi, Chris, à aller vous vendre auprès des exécutifs ou des gens dans des grandes marques. Vous avez réussi quelque chose. Puis vous êtes, j'ai l'impression, tous en voie vers quelque chose d'encore plus grand. C'est quoi en ce moment le plus positif que vous trouvez de cette vie-là, de conciliation de toutes ces choses-là, mais pour faire un sport qu'on aime à un niveau très élevé? Ben, pour ma part, moi, je pense que c'est vraiment de montrer au monde que tout est possible. Genre, tu sais, dans le sens, le nombre de gens qui me disent, ah ben moi, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Hey, Chris, là, j'ai deux enfants, j'ai une job, je m'entraîne, puis je réussis. Fait que, tu sais, dans le sens, c'est de montrer un peu que tout est faisable. Quand tu veux, puis quand tu mets la volonté ou la détermination, tu peux y arriver. Puis c'est beaucoup ça que j'ai comme retour. Fait que c'est une vague qui est vraiment positive dans le sens que, tu sais, on va tout en recevoir, puis Mélo, Rémi, je sais pas, mais
du monde négatif ou tu sais, genre qui vont peut-être te parler de ça, là, genre ben oui, mais tu voyages beaucoup, aie ta conscience sociale, ta conscience environnementale, puis il va en avoir du négatif, mais on reçoit tellement de positifs, tellement de gens qu'on a aidés, peut-être même pas le genre du one-on-one, mais que notre vie, notre mode de vie les a entraînés plus haut, puis à se surpasser, ben je trouve que c'est ça notre beauté, puis c'est ça que je pense c'est le plus beau dans ce qu'on fait, c'est que on se dépasse pour nous en premier, mais Christy, si on est capable d'amener 3, 4, 5 personnes qui, eux, en emmènent encore un peu plus, ben Christy, c'est ce qu'on va avoir de fait de beau de notre vivant, là, tu sais, genre, au moins, on serait pas venu pour rien ici. Puis moi, de montrer que, tu sais, on est monsieur, madame, tout le monde, mais finalement, on performe à l'international, puis on montre que le Québec, on est capable de faire quelque chose avec nos 2 jambes, mais je trouve ça le fun, tu sais. Ben, ouais. Excellente réponse. Mélodie, je Ouais. t'ai voyager de la tête. Toi? Ben, je suis vraiment d'accord avec ce que Jen dit. Moi, pour ma part, je te dirais qu'un gros positif, c'est comme les opportunités, les expériences que j'ai pu vivre, que des fois, en n'ayant pas le petit coup de pouce, t'aurais peut-être pas osé faire par toi-même tout seul. Des semaines que j'ai passées avec les athlètes à Golden Trail Series, que j'ai appris à connaître plein d'athlètes, que j'ai visité plein d'endroits et tellement beaux, que j'ai couru partout tu sais, ma semaine à l'UTMB, ma course était le jeudi, puis on était le mercredi soir, puis je disais, peu importe ce qui se passe à la course, d'avoir été ici en ce moment, cette semaine, puis d'avoir tout vécu ça, d'avoir rencontré tous ces gens-là, d'avoir vu, et ça vaut la peine. Même si j'ai la pire course de merde, comme juste ce moment-là, je suis satisfaite de mon expérience. Fait que pour moi, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, tous les paysages que j'ai pu voir, courir, tu sais, c'est ce que j'aime le plus au monde. Fait que vraiment les opportunités que ça apporte de se professionnaliser un petit peu, je pense que c'est ça, moi, mon gros positif, là. Puis ça nous permet de croire puis d'avoir des rêves un peu plus intenses ou plus gros que ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes ici. Très intéressant. Toi, Rémi? Ouais, en fait, je suis d'accord avec tout ce que Geneviève et Mélodie ont dit. Tu sais, je pense que définitivement, tu sais, les relations et les expériences que tu peux avoir à compétitionner à l'international, c'est des expériences que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de vivre, puis ça te fait grandir en tant que personne, de rencontrer toutes ces personnes-là qui ont toutes une passion similaire à toi, mais que tu sais, qui viennent de backgrounds tellement différents. Euh, Puis je pense qu'il y a aussi un sentiment qui est vraiment satisfaisant de travailler vraiment fort pour quelque chose. Puis tu sais, on s'entend que la route est pas juste vers le haut tout le temps. Tu sais, il y a tellement de hauts puis de bas. Il y a des périodes où c'est que tu penses réellement abandonner. Là. Je veux dire, moi, il y a réellement eu des moments dans les dernières années où je me suis dit, genre, pourquoi est-ce que je fais ça, là? Puis de être capable de passer par-dessus ces périodes-là, puis éventuellement, tu sais, être capable de atteindre un niveau, tu sais, que tu es satisfait avec lequel tu es, ben c'est quelque chose qui est vraiment satisfaisant. Puis je pense que ça me fait grandir en tant que personne. Puis ça m'aide dans plusieurs autres sphères de la vie aussi, là. Fait que ouais, je dirais que ça c'est un très bon feeling. Vos réponses et la dernière heure et demie de discussion me confirment qu'on devait le faire, cet épisode-là, parce que, tu sais, je le disais tantôt, je pense dans la communauté trail, c'est pas tout le monde qui peut espérer performer à ce niveau-là. Puis c'est bien correct, mais je pense qu'on a une communauté trail qui est tissée serrée, où il n'y a pas beaucoup de barrières là, entre la meilleure coureuse au Québec puis la personne qui commence, qui vient d'apprendre dans un podcast que OK, il y a des ravitaillements. Il y a un large spectre de monde à différents niveaux, puis c'est parfait. Puis je pense que dans une communauté, on aime regarder vers le haut, puis ça nous inspire. Puis c'est, oui, les performances, puis vous en êtes des exemples, mais je pense que c'est les personnalités aussi de ces gens-là. Les gens s'attachent à vous aussi dans ce que vous voulez bien montrer, mais aussi on vous voit aller, on connaît vos réalités parce que soit on vous suit sur les médias sociaux, soit vous venez sur des podcasts, puis on se dit, OK, shit, elle est allée à telle course, puis elle a fait ça, puis on aime suivre les gens le font dans plein d'autres sports, les gars sont dans des ligues de garage de hockey, puis ça change la game du Canadien du lendemain. C'est le même partout dans toutes les sphères, puis dans notre sport, il y a ça. Il y a des gens qui nous inspirent à tous les niveaux dans la communauté, bien au-delà de la performance, pour des personnalités, pour des accomplissements personnels, pour ce que des gens ont pu faire avec des bâtons dans leur roue. Vous, dans votre cas, vous nous inspirez par ce que vous faites comme performance. Puis je trouvais ça important de
d'enlever les rideaux puis voir ce qui se passe en arrière, de comprendre les rouages de ça. Moi, comme geek personnel de course, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe pour des athlètes pros dans le contexte, mais je pense pour les gens qui écoutent vont comprendre aussi que ce qui vous arrive, c'est pas à gagner 2-3 courses, puis toutes les portes se sont ouvertes d'une shot, puis ça s'est fait facilement. Je pense pas que grand monde pensait ça, mais des fois, de démystifier la patente, ça permet de mieux comprendre les réalités. Fait que merci d'être venu vous mettre à nu puis nous révéler un peu tout ça dans les limites de ce que vous pouviez le faire. Avant qu'on se quitte, y a-t-il un sujet ou quelque chose qu'on a oublié? On voulait en parler de beaucoup d'affaires, on a pitché partout. Y a-t-il quelque chose qu'on a omis de parler? Je pense que non, là. Je pense qu'on a Est-ce que les couvert quand même compagnies pas qui mal. écoutent ça puis qui veulent nous sponsor, écoutez, J'adore. Hey, tu disais que c'était pas ta profession, mais je trouve que Eh ben. une bonne vendeuse a saisi l'opportunité. J'adore. Fait que là, Rémi, on a eu le scoop. Là, je pense qu'au moment de l'édition de l'épisode, ça va déjà être dit, mais tu rejoins l'équipe Brooks cette année. Mélo, Geneviève, on va attendre de voir les annonces à venir parce que là, vous étiez les trois en changement de sponsor, fait qu'on a hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des partenaires que vous voulez nommer? Parce que l'on parle du sponsor principal, chaussures, équipementiers, mais j'aimerais quand même faire le tour de que vous remerciez vos sponsors parce que je trouve ça important. On a parlé beaucoup de sponsors, mais si on a pu avoir cette discussion-là, si vous avez pu accomplir plein d'affaires, c'est qu'il y a des sponsors qui sont encore là, qui l'ont fait. Puis je trouve ça quand même important de les mentionner, là. Mélo? Moi puis Mélo, on a NAC, puis sans NAC, je pense qu'on, tu sais, pour vrai, moi, en tout cas, je trouve qu'ils nous ont supportés. Euh, je peux pas les remercier comment que, tu sais, ils sont là pour nous, autant côté nutrition que, tu sais, des chalets qu'ils nous ont prêtés ou support moral, mental, whatever. Je trouve que c'est une équipe qui croit en nous, vu qu'on est des petites Québécoises, dans le sens que la compagnie vient d'ici, puis je pense qu'on a toujours eu notre mot à dire. On teste les produits avant tout le monde, ils nous écoutent. Je trouvais ça super important, ça, dans une entreprise parce qu'on est quand même, on est des testeurs, là. Fait que je pense que moi puis Mélo à Chénac, on est on est la même choyés, chose. là. Puis il y a des belles affaires qui s'en viennent. Oui. J'ai un call d'une heure la semaine passée avec leur nouvelle directrice marketing que j'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer. Puis elle m'a présenté plein d'affaires. J'étais comme, oh shit. Excusez, je détourne le focus. Mais tu vois, ça, c'est une autre chose qu'avec NAC, c'est super. Il y a une belle communication. Il y a tout le temps quelqu'un qui s'occupe. Il y a un athlete manager qui s'occupe de nous puis qui nous envoie des messages puis qui nous demande c'est quoi nos courses, qui nous demande comment ça va, tu sais. La communication est super. Fait que NAC, son sacoche. Puis sinon, ben là, moi puis Rémi, on est avec Coros Canada aussi à niveau montre et gadget. Avec Garmin. Ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi dans le monde de la course, de trail. On peut être avec plein de commanditaires différents, mais genre, je vais courir avec Mélo, tout le monde court avec tout le monde. On dirait qu'on s'associe pas à des marques tant que ça, là, tu sais. Je pense on n'a pas cette fusion-là de genre, ah, toi, t'es une telle marque, on n'a pas de regard envers les autres. Exact. Ça semble drôle, qui nous aide beaucoup. Tu sais, je t'écoute, puis je me dis, ben voyons, il n'y a pas ça dans d'autres sports. Puis je fais, ben oui, il y a vraiment ça dans d'autres sports, là, ne serait-ce que dans le monde de la route, des fois qu'on peut le sentir à certains égards. Ce que tu viens de dire, c'est complètement absurde, cette situation-là, dans notre mentalité de trail où, sérieux, on croit que du monde, ce qu'il porte dans son pognon, on s'en sac. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu ça, je trouve ça bon. On va se larguer un peu sur nos souliers. Tu sais, on se mentira pas, là. Mettons, je me pète la gueule, le monde va dire, ben oui, mais t'as des hannes dans les pieds. Fait que, tu sais, je l'ai déjà entendu, là. Ouais, Mais ça, c'est de bonne guerre. Ben, c'est ça. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas mentionné, Rémi? Ah, et là, je me sens un peu intimidé, là. Les trois, vous êtes avec NAC. Moi, je suis avec Brix. Brix, c'est les meilleurs. J'ai reçu Mario sur le podcast, je te confirme que il y a pas de oui, il y a une compétition entre eux probablement, mais je veux dire, c'est très trail, hein, c'est exactement ce que Geneviève vient de dire. Tout le monde s'aime, tout le monde se tape dans la main. Ouais. Ben, merci beaucoup à vous trois. Je sais que vous allez annoncer vos calendriers à venir, puis c'est des grosses années qui s'en viennent pour vous, mais j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi votre prochaine course, Geneviève? Ben, ça a l'air que je m'en vais avec Mélo à Desert Rats. Oh, Desert Rats by UTMB au Colorado? Ouais. En avril, c'est ça? Ouais. Ben, moi, c'est ma prochaine. Je sais pas, Mélo en a peut-être une avant, là, mais moi, ma prochaine, ça va être ça. Oui, moi, j'ai Black Canyon dans 2 semaines et demie. Oh! Fait que ça arrive vraiment vite. Fait que quand le podcast va sortir, je pense que c'est le week-end.
suivant. D'après, ouais, on va sortir ça le 5. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va être tout prêt. Puis c'est une nouvelle distance de 50 km pour, je suppose, répondre à cette nouvelle série de sub-ultra dans les World Trail Majors. Oui, ils ont diminué. Avant, c'était un 60. Là, c'est un 52. OK. Intéressant. Toi, Rémi, qu'est-ce qui s'en vient? Ça va dépendre un peu, là. J'ai une blessure au tendon d'Achille, fait que ça va dépendre de l'évolution de ça, mais j'aimerais ça faire le 15 km des Pichoux. C'est une course sur route qui est au Saguenay. Je l'avais faite l'année passée. Là. J'adore cette course-là. L'atmosphère est vraiment nice. Là. Puis j'aime ça commencer ma saison avec un peu de route. Fait que ça serait ça, techniquement, la première course cette année. C'est un événement très classique dans le monde de la course sur route au Québec. C'est comme la première course de l'année. Là. À chaque année, ça se course sur l'asphalte, mais le monde sont habillés hiver parce qu'il y a des années que tu as une couche de neige. Ça dépend vraiment d'une année à l'autre. Moi, je l'ai fait l'année passée, c'est sur l'asphalte, mais on avait un vent de face de genre, pas d'exagération, comme 50 km/h tout le long. Là. Puis c'était un point-to-point en plus. Là. Fait que tu l'as dans la face, mais tu l'as dans la face tout le long. Là. Mais c'est ça, mais il y a d'autres années, je pense que c'est vraiment sans neige que tu cours. Fait que c'est ça qui est intéressant début mars, c'est que tu peux avoir toutes les conditions possibles. Très cool, on va surveiller ça, puis pour ce qui suivra aussi. Merci à vous trois, c'est très généreux de votre part d'être revenu à Pas sorti du bois dans ce cas-ci pour jaser de professionnalisation de sport. C'était vraiment une belle discussion. J'ai hâte de voir le feedback des gens parce que les panels, ça amène toujours plein de discussions, puis c'est un peu ça le but. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, mais si ça suscite des échanges, si ça suscite des questionnements, des débats, puis même on l'a vu aujourd'hui, vous avez des visions différentes sur certaines affaires, mais au final, on est toute la communauté trail, on s'aime, on chante main dans la main, puis on est juste content de voir tout le monde s'épanouir dans ce sport-là qui est très multiple. Il y en a pour tout le monde. Fait que merci beaucoup à vous trois. Je termine comme d'habitude en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast, Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC qui est le partenaire principal pour la 5e année du podcast depuis les tout débuts. Merci à Mox Mocktail qui m'offrait aujourd'hui un petit vodka en mer italien sans vodka. Fait que je sais pas avec quoi il simule le goût, mais des très bons mocktails. J'ai pris goût à ça, ces petits mocktails-là. J'ai Noctem aussi qui est partenaire du podcast. Si ce n'est pas déjà fait, allez voter pour la Racine d'Or en Mélo. On est sur le comité ensemble. Je ne fais pas ne pas faire de pub pour ce gala, cette fête du trail québécois qu'on va célébrer pour la 4e année consécutive. 4e année depuis une relance donc avec Mélodie, Richard Turgeon, Julien Lachance, Nicolas Fréret, Catherine Campbell et Philippe Rouleau qui sont notre comité organisateur. Puis dans le fond, c'est le 15 mars prochain, dis-je, à Lac-Beauport. Donc, on revient dans l'est de la province. Les billets sont déjà en vente. Ça se peut même qu'au moment où on se parle, vous entendez ça, il n'y en a plus parce qu'on a une centaine de places, c'est limité. Et les nominations ont été annoncées tout récemment et jusqu'au 31 janvier, il y avait un vote du public. Fait qu'au moment de la diffusion, ça ne sera pas le cas, mais surveillez ça pour l'an prochain. C'est une nouveauté cette année. On a un vote du public. C'était demandé par les gens. Puis nous, en tant que comité organisateur, on répond aux demandes comme on peut. Puis on a ajouté la notion au vote du jury. Fait que voilà. Mélo, j'ai-tu oublié quelque chose par rapport à la Racine d'Or? Non, c'est pas mal complet, bravo. 12 catégories, ça va être le fun. Geneviève, t'es déjà venue à la Racine, tu le sais, hein, il y a la remise de bouts de bois, mais c'est pas ça la vraie raison pour qu'on fait ça. On fait ça parce que ça te prend un événement trail d'hiver. On n'a pas assez l'hiver, on se voit pas assez. Oui. Fait que ça va être ça cette année. Fait que tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.